Merci infiniment de venir assister à cette rencontre débat qui est l'avant-dernière de notre programme sur l'université en campagne contre les idées reçues. Donc c'est le nom donné à un programme scientifique que nous avons créé avec mon collègue, que je ne vois pas, Philippe Guillig, qui est ici, économiste, et moi-même, que nous avons monté déjà en 2017 pour lutter contre les idées reçues et avec l'ambition également de sortir de l'université et d'aller à la rencontre des habitants avec des sujets bien spécifiques, puisque ce sont des thématiques de sciences de l'homme et de sciences sociales. Alors, nous allons aborder aujourd'hui une thématique qui est une thématique très discutée sur notamment la démographie. 8 milliards, sommes-nous trop nombreux sur la planète, mais également sur l'écologie, l'environnement et de voir les différents impacts. Et nous avons des intervenants qui seront présentés par Anne Mélier, qui est derrière moi, qui est journaliste. Et la séance, cette rencontre est enregistrée. Et si vous voulez poser des questions, puisqu'à chaque idée reçue, la parole vous sera donnée, vous pourrez interagir directement. Il vous faut donc parler un petit peu plus fort pour qu'on puisse prendre votre question, en tout cas qu'elle soit retenue dans la vidéo, qui sera disponible sur le site de la Micha, qui est l'un de nos partenaires que nous remercions. Et également, nous remercions, j'en profite, la ville d'Oswald, qui a contribué à l'ouverture de ce centre social et culturel d'Oswald, donc. Et nous remercions tous les responsables de ce centre de nous avoir accueillis et d'avoir participé à l'organisation aussi de cette rencontre. Merci à vous toutes et tous, encore une fois, et belle rencontre, beau débat. Bonsoir à tous. Comme Fleur vient de le dire, je m'appelle Anne Bélier, je suis journaliste à Strasbourg pour différents titres, dont rue 89 Strasbourg, les DNA, le Nouveau Messager pour ceux qui connaissent, et Reporter. Et donc je vais animer ce débat et je vais laisser mes intervenants se présenter, à commencer par Isabelle. Bonjour, donc je suis Isabelle Combrou, je suis enseignant-chercheur à l'université et je travaille en écologie, donc je suis biologiste. Voilà. Donc Didier Breton, je fais la même chose, le même statut que ma collègue Isabelle, mais en démographie, l'étude des populations, à l'Université de Strasbourg. Et puis je dirige actuellement la MICHA. Fleur a utilisé un acronyme MICHA, donc c'est la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme. C'est un lieu de recherche qui est au milieu du campus et qui regroupe toutes les recherches en sciences humaines et sociales, donc un lieu d'animation de la recherche. Et donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc ce soir, la conférence s'intitule « 8 milliards sur Terre, sommes-nous trop nombreux ?» Le 15 novembre dernier, on a référencé 8 milliards d'êtres humains sur Terre. En 1800, nous étions 1 milliard et les projections parlent de 10 milliards en 2050. L'ONU s'intéresse beaucoup à l'évolution de la population dans un monde où les ressources sont limitées. Et cet intérêt crée parfois une certaine anxiété, une certaine peur, notamment celle d'une surpopulation. Et cette peur engendre aussi un certain nombre d'idées reçues qu'on va éplucher ce soir une à une. Et sans plus tarder, on va commencer par la première. L'idée que l'accroissement de la population est sans fin. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est une réalité ? Donc j'ouvre le bal, c'est ça. C'est ça. Donc je vais commencer avec cette question. Donc je vais peut-être commencer par présenter ce qu'est la démographie, puisqu'on entend beaucoup parler de la démographie. Et c'est quoi être démographe? Donc être démographe, souvent quand les enfants me demandent c'est quoi être démographe, je dis ben, je compte les gens. Voilà. Donc c'est compter, c'est au cœur de la question, compter. Et puis une fois qu'on a compté un nombre, on essaie de comprendre pourquoi tout d'un coup dans un espace il y a plus de personnes ou moins de personnes. Et là vont intervenir les naissances, les décès et les migrations. Donc c'est vraiment la science de la population, c'est l'étude d'un ensemble d'individus qui augmente ou qui diminue. Et voilà pourquoi on arrive aujourd'hui à 8 milliards et se poser la question de combien on pourrait être dans 10, 20, 50, 100 ans. C'est aussi le travail des démographes en faisant des hypothèses. Et donc pour répondre à cette première question, est-ce que 8 milliards, est-ce que la population va croître de manière infinie? La première réponse, c'est que évidemment, une population qui augmente, si on la laisse augmenter, elle va tendre vers l'infini. C'est mathématique, c'est arithmétique. La question, c'est pas tant est-ce qu'elle va aller vers l'infini, c'est à quelle vitesse elle va aller à l'infini. Et donc souvent, on a un peu l'idée reçue de dire qu'elle va croître sans fin. Probablement, ce qui angoisse plus les gens, c'est la vitesse à laquelle la population va augmenter. Et je me suis amusé un petit peu pour vous dire pratiquement ce qu'il en était. Donc la population aujourd'hui du monde, elle croît de 1% chaque année. 1% chaque année, la population va augmenter.
la France, la population de la France, elle augmente à 0,3% par an. D'accord ? Et puis, si on se met dans l'histoire, le moment où la population a augmenté le plus vite, c'était à 2% par an. Et c'était dans les années 60-70. Si je prends ces trois chiffres, 0,5%, 0,3%, 2% ou 1%, qui sont trois rythmes différents, et je me pose la question pas tant de savoir quand est-ce que la population, est-ce qu'elle va être infinie, mais combien de temps on pourrait mettre pour que la population double. C'est une façon de dire. D'ailleurs, aujourd'hui, on est 8 milliards. Combien de temps il faudrait pour arriver à 16 milliards 16 milliards, ça paraît beaucoup, c'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Eh bien, si on fait ce calcul-là, qui n'est pas un calcul savant, si on prolonge, si on était à notre rythme de 0,3%, le rythme de la France, eh bien, on attendrait 215 années pour doubler notre population, pour arriver à 16 milliards. Ce qui paraît, 215, ça fait 2 siècles, c'est énorme. Si on croit, comme aujourd'hui, à 1% par an, on met 70 ans à peu près. Donc ça commence à se rapprocher. Et si l'accroissement avait été celui des années 60, c'est-à-dire 2% par an, le doublement arriverait dans 35 ans. 35 ans, tout le monde dans la salle, enfin la grande majorité d'entre vous, vous connaîtriez le doublement de la population si on était au rythme des années 60. 70 ans, on ne sera pas tous là, d'accord ? Sans offenser personne. On ne sera pas tous là, c'est à un horizon un peu plus lointain, et 215 ans, personne ne sera là. D'accord ? Donc, c'est plutôt cette question de est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'elle croît de manière infinie ? C'est plutôt la question de à quel rythme on va augmenter. Donc ça, c'était le premier argument que je voudrais avancer. Le deuxième argument, c'est de dire qu'une population, c'est quoi pour un démographe ? C'est un ensemble d'individus, ça ne suffit pas de dire ça, qui vivent sur un territoire à un moment donné. D'accord ? Et très souvent, l'image qu'on a de la population, c'est celle de la population qui nous entoure. Okay ? Donc j'ai regardé par exemple à Oswald, si vous êtes en partie habitant de Oswald, la population elle augmente de 1,1%, au même rythme que la population mondiale. D'accord ? Mais qu'est-ce qui fait augmenter la population d'Oswald ? C'est principalement ou majoritairement les flux migratoires. Or, si on travaille sur la planète, il n'y a plus de flux migratoires. Les deux choses qui vont faire varier la population, c'est les naissances et les décès. Puisque si on migre, sauf si on croit aux extraterrestres, il n'y a pas la seule façon d'augmenter la population, c'est qu'il y ait plus de naissances que de décès. D'accord ? Donc, quand les démographes intègrent ça dans leur modèle, il y a un consensus pour dire que la population, elle a augmenté de manière, ce qu'on appelle exponentielle, comme ça, très rapidement. Mais tout le monde dit, et toutes les estimations montrent qu'après avoir augmenté très rapidement, là, on va arriver sur une courbe et on va arriver à un plateau et la population devrait baisser. Et pourquoi ça ? Mais parce que tous les territoires ont connu ce qu'ils appellent leur transition, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de comportement, la fécondité a baissé. D'accord ? Donc on va arriver à un plateau. Et sauf si on se trompe dans les chiffres, il y a de grandes chances qu'on arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, à 10 milliards. Il faut m'arrêter quand je parle. À 10 milliards à l'horizon de 10 milliards à peu près en 2100. Est-ce que c'est ça ce plateau ? Est-ce que c'est 10 milliards ? Les estimations sérieuses disent 10 milliards. En 1972, donc c'était le moment où la population augmentait le plus. Donc on pouvait se dire, tiens, ça va augmenter, ça va continuer à augmenter comme ça. Il y avait le Club de Rome qui avait fait des estimations, et eux disaient que le plateau allait être à 9 milliards. Donc de dire aujourd'hui, moi, que c'est 10 milliards, c'est pas très courageux, enfin je ne me trompe pas beaucoup. En 1972, quand ils disaient, il fallait être quand même déjà beaucoup plus original. Et ils avaient un plateau à 9 milliards, et eux déjà disaient que la population non seulement va arrêter d'augmenter, mais elle va diminuer. D'accord ? Et si vous regardez les projections des Nations Unies, on dit que c'est 10 milliards le plateau, et qu'après, la population va diminuer. D'accord ? Diminuer, puisque, on en reparlera dans la deuxième idée reçue, mais la fécondité devrait baisser. Donc je ne sais pas, j'avais d'autres éléments, mais déjà, on peut dire ça sur cet accroissement de la population. Alors, quel est le regard que vous portez en tant que biologiste sur cette idée que l'accroissement de la population est sans fin ? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de répondre à cela ? Il y a des éléments qui permettent de répondre à ça. Alors moi, donc, je suis biologiste, mais je suis aussi écologue. Donc l'écologue, c'est la personne qui va aussi étudier des choses. Et ce qu'on va étudier, c'est les relations des êtres vivants, les animaux, les plantes, les bactéries, les champignons, c'est plutôt les plantes, avec leur environnement. Leur environnement, ça peut être les autres espèces, les autres populations qui vivent autour d'elles, ou l'environnement physique, les écosystèmes qui sont autour. Comment évolue, comment vit dans le temps la forêt autour de l'étang Guérigues à côté. Et quand on regarde ce qui se passe dans la nature, quand on regarde l'évolution, la croissance des populations végétales, animales, on n'a jamais une croissance infinie.
On peut avoir une croissance infinie si on cultive des bactéries dans des tubes à essai en leur mettant tout ce dont elles ont besoin tout le temps, renouvellement du milieu. Mais ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas la nature autour de nous. Quand une population augmente, au bout d'un moment, il y a toujours des mécanismes internes à la population. Alors, ça va dépendre un petit peu des espèces, mais des changements qui s'opèrent. Le fait que les individus de la population, à partir du moment où ils sont très nombreux, vont adopter d'autres comportements, vont passer plus de temps, plus d'énergie à effectuer d'autres activités que d'augmenter la taille de la population, que d'utiliser toute leur énergie dans la reproduction. Et là, on a des mécanismes de stabilisation, de chute, de fluctuation de ces effectifs de population. Alors, on peut les observer sur des espèces qui ont des durées de génération très courtes. Des espèces d'invertébrés qui vont vivre une seule année, l'individu vit qu'une seule année. On peut observer ces fluctuations très, très facilement. À l'échelle humaine, avec la durée de vie, une durée de génération qu'on a, c'est un petit peu plus compliqué d'observer ces fluctuations et de se rendre compte que on va peut-être, comme nous disent les démographes, qui finalement sont des écologues un peu particuliers, eux, ils étudient une seule espèce, ils étudient l'être humain finalement. C'est une question de ressources finalement. C'est une question de ressources et puis d'utilisation de ces ressources. En fait, un organisme, c'est une machine qui utilise des choses pour produire d'autres choses. Mais elle prélève dans son environnement une quantité de ressources qui est finie. Donc si elle utilise ces ressources pour faire quelque chose, c'est au détriment d'autres choses. C'est un petit peu comme vous, quand dans une journée, il y a 24 heures, si vous avez passé 10 heures à faire une activité, il y a pas mal de jeunes ici ce soir, donc si vous avez passé 10 heures à vous amuser pendant vos journées de vacances et puis vous n'avez pas fait vos devoirs, après vous n'aurez plus assez de temps pour faire vos devoirs. C'est la notion de ressources. Vous ne pourrez plus rattraper ce qui était perdu. Donc, si je comprends bien vos deux réponses, l'accroissement de la population n'est pas sans fin, que ce soit d'un point de vue de démographe ou d'un point de vue de biologiste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous, à ce sujet? Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup, chaque temps d'échange sera suivi d'un temps de questions de questions-réponses avec la salle. Ou si vous avez des interrogations sur les interventions qui viennent d'avoir lieu, vous pouvez les... Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont observé que dans des populations qui étaient en situation de crise, donc après un génocide, un déplacement de population, une maladie grave, les gens faisaient plus de bébés, mais c'est pas que dans la tête. Les adolescents sont pubères plus tôt, il y a un taux de gémellarité qui augmente, etc. Ça a fait l'objet d'observations ponctuelles, mais est-ce que ça aujourd'hui c'est un fait scientifique avéré que vous utilisez pour travailler, ou est-ce que c'est trop anecdotique pour être pris en compte? Et du coup, ça rejoindrait peut-être l'idée que vous avez énoncée selon laquelle quand il y a beaucoup de gens et qu'on se sent suffisamment nombreux, faire des enfants n'est pas forcément la priorité de... Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Enfin, il y a deux. Si j'entends bien, il y a un argument comme s'il y avait un réflexe ou un élément biologique. Donc ça, peut-être qu'ils avaient plus réponse, c'est-à-dire une réponse biologique à un trauma qui serait ça. Ce qu'on sait, c'est que par contre, vous pouvez avoir un réflexe humain, par exemple, en décidant ou en réflexe, en ayant plus d'enfants pour peser, on y reviendra tout à l'heure, plus dans une situation de minorité. Ça, c'est vrai. C'est une minorité linguistique, une minorité ethnique, une minorité. Vous pouvez avoir ce réflexe de dire, d'avoir une fécondité relativement élevée pour pouvoir peser dans des rapports de force. Mais ce n'est pas un réflexe biologique. Ce que j'entends, vous, c'est sur la question de la gémilité, etc. Ce qu'on sait, après je laisse la parole, c'est qu'en période de crise, par exemple, alimentaire, on l'a vu en Espagne, des éléments comme ça, vous avez le rapport de sexe, le nombre de garçons par rapport au nombre de filles, c'est 105% filles. Dans des situations de carence alimentaire, ce rapport se dérègle un peu. Il va naître plus de garçons que de filles dans des périodes de crise. Ça, on l'a observé. C'est vrai. Et ce ne serait pas lié, parce qu'on ne décide pas au moment de la conception du sexe de l'enfant qu'on va avoir. Donc on sait qu'il y a comme ça des réflexes qu'on a observés. Mais c'est les seuls que je... Sur les jumeaux, je ne connais pas. C'est des éléments biologiques. Alors,
Oui, c'est des éléments biologiques. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la physiologie humaine ou de la psychologie, mais en tout cas, sur beaucoup d'organismes en biologie, quand on est face à une situation de stress, et c'est un peu le cas que vous décrivez, on va avoir des réponses biologiques face à ce stress. Et chez certains organismes, chez certaines populations, les réponses, ça peut être de produire plus de descendants pour assurer la survie de la population ou de l'espèce. Alors après, ça dépend aussi un petit peu de la physiologie de ces organismes. Chez certains organismes, au contraire, ça va être de protéger les individus reproducteurs parce que face à ce stress-là, ils ont plus de chances en fait, de survivre, de pouvoir se reproduire après. Mais il y a sans doute effectivement ce genre d'adaptation face à ces situations-là. Finalement, ce qu'on disait sur quand on est trop nombreux, ça baisse. Peut-être aussi quand on n'est plus assez nombreux, il y a des mécanismes qui font que la population réaugmente aussi. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette idée reçue qui est que l'accroissement de la population est sans fin et sur les interventions qui ont eu lieu? Ouais. Comment on peut expliquer la phase de décroissance de la population à la fin? Pourquoi on est sur une phase de ralentissement? Le plateau, ok, mais Ouais. ensuite la décroissance. Ah, la décroissance. La décroissance, bon, il y a un point en démographie, ce qui est facile, c'est qu'il y a une inertie forte. Ce que tu disais, ça ne dure pas qu'une journée, la vie dure 100 ans. Donc les simulations. Donc c'est principalement lié au nombre d'enfants moyens par femme. D'accord? Si vous arrivez en dessous de 2,1 et que ça se maintient dans le temps, fatalement, s'il n'y a pas de migration, la population va diminuer. Enfin, on dit 2,1, c'est 2,05 si personne meurt, 2,2 si beaucoup de gens meurent, etc. Mais fatalement, votre population, elle va diminuer puisque les flux d'entrée à la population augmentent. Donc pourquoi l'ONU dit ça? C'est que si vous regardez les estimations à l'horizon 2050-2100 de l'ONU, celles qui étaient faites il y a 10-15 ans, leur hypothèse, c'est qu'on allait converger vers à peu près 2 enfants par femme dans tous les territoires. Et aujourd'hui, ils sont plutôt à dire que c'est 1,8 enfants par femme, donc en dessous de 2. Donc fatalement, ça, votre population va diminuer. C'est vraiment le moteur, enfin ce qui explique la décroissance de la population. Juste sur l'accroissement infini, là, j'ai regardé, pour passer de 3 à 4 milliards, on a mis 15 ans. Après, pour passer de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, on a toujours mis 11 ans, 12 ans. C'était linéaire. Tous les 10-11 ans, 11-12 ans, on gagnait 1 milliard. Et maintenant, les hypothèses les plus probables, on dit qu'on va passer de 8 à 10 milliards en à peu près 70 ans. Ça matérialise quand même fortement la décroissance, enfin le ralentissement. Et après, une décroissance. Où est-ce qu'on a eu de la fécondité très basse? En Europe. En Europe, dans les années 70, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit la fécondité était descendue à 1,5, on disait c'est que passager. D'accord? Sauf que ça fait 30-40 ans que ça existe, que la fécondité elle est à 1,5 dans des pays, nos voisins allemands, d'autres pays. Donc c'est des régimes durables. Et donc si ça dure à 1,8, la population elle diminue. Et souvent on a l'idée de la planète, mais il y a plein de pays où la population diminue fortement malgré les migrations. Et tous les scénarios, là on a parlé du scénario catastrophe entre guillemets à 8 milliards, c'est-à-dire une croissance infinie. Tous les scénarios les plus exotiques mais probables, c'est plutôt celui sur une diminution de la population. Il y a eu des journalistes, un institut qui n'est pas très démographique, qui n'est pas très sérieux, qui a prédit que la population diminuerait, serait divisée par 2 à l'horizon 2100. D'accord? Parce que l'accroissement exponentiel peut aller comme ça. Si vous avez une fécondité à 1,5 pendant 30-40 ans, ça descend aussi vite que c'est monté. C'est pas impossible. Donc pour répondre à votre question, c'est la fécondité. Et donc les crises, elles sont pas du tout prises en compte Alors quand on prévoit combien les gens, c'est possible, prévoir une crise, c'est le principe de... Enfin, je vous ai parlé du Club de Rome, où eux, ils avaient un modèle original, c'est qu'ils ont intégré dans leur modèle l'histoire des ressources alimentaires, l'histoire des conflits, et eux disaient qu'à partir de, je crois que c'est 2080, eux ils disaient 2050-60, la population s'effondrait. Et c'est ce qu'il y a derrière la collapsologie, cette théorie d'effondrement, il vient de cette question-là. C'est qu'au bout d'un moment, hop, les populations. Mais à l'échelle des civilisations, il y a plein de civilisations qui ont disparu quasiment. Parce qu'au bout d'un moment, hop, si on commence à plus avoir d'enfants, on disparaît. C'est mécanique. C'est l'avantage. On le sait. Est-ce qu'il y avait une autre question sur ce thème avant qu'on passe à l'idée suivante? Oui. Juste l'espérance de vie sur l'accroissement de la population. Si on regarde à l'échelle d'un millénaire,
l'espérance de vie elle est fluctuante, certes, mais Alors, fragile. Et là, on se retrouve à une époque où on en parle beaucoup, survivre à une maladie, survivre Ouais. à des situations qui sont liées à la vieillesse, mais qui permettent de maintenir des populations, et donc dans l'effectif. ah ben, ça joue beaucoup. Population. Donc, je me demandais si vous deviez traiter, je suis arrivé un peu en retard. Ouais. Non, là, moi, tout à l'heure, je disais, je suis démographe et je m'intéresse plus à la fécondité qu'à la mortalité, mais quand on étudie un régime démographique, c'est-à-dire comment on rentre et on sort, comment on naît et on décède, on s'intéresse aux deux. Sur la mortalité, ça a joué, mais c'est pas tant l'espérance de vie qui fait. Ce qui fait que la population a explosé, c'est la baisse de la mortalité infantile. Ça, c'est, enfin, il faut voir ce qui est. La mortalité infantile, c'est mourir avant 1 an. D'accord ? Dans les populations anciennes, mais même il y a 50 ans, vous aviez un enfant sur 5 qui ne passait pas l'échelle de 1 an. D'accord ? Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, c'est 28 pour 1000, c'est rien. D'accord ? Donc la mortalité, où elle joue beaucoup dans la croissance de la population, c'est sur cette question de la mortalité infantile. Et évidemment, l'espérance de vie qui va augmenter, donc on va rester plus longtemps sur la planète aussi. Ça joue, oui, bien sûr. Mais c'est temporaire. Parce qu'avoir ou non un enfant, on ne sait pas. Mourir, on sait qu'on meurt tous, quoi. Enfin, je veux dire, ça augmente. Une fois qu'une personne est née, si elle survit après 1 an, globalement, elle va vivre longtemps. Donc, mais ça joue sur le stock, mais qu'à un moment réduit. Pas à l'horizon 200, 300 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un stock plus important dans la population, mais qui a une durée limitée dans le temps. Mais ça joue, oui. Et ça joue surtout sur la structure de la population. Et ça, en effet, si on veut parler politique publique, c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré. On ne soigne pas une population où vous avez 10% de personnes de 80 ans et plus, comme une population où vous en avez 20 ou 25%. Je crois qu'on y reviendra d'ailleurs. Ouais. Et bien on va passer à la seconde idée reçue. Il ne faut plus faire d'enfants pour préserver la planète. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours, dans certains discours écologistes. Est-ce qu'il s'agit de l'idée reçue ou est-ce que c'est une réalité ? Et là, je vais à nouveau vous laisser commencer. Pardon. Ouais. Bah, là, moi, je peux parler des heures là-dessus, mais je vais essayer de ne pas parler des heures là-dessus. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, le forum bioéthique, on nous avait posé la même question. Faire un enfant, elle était formulée un peu différemment. Faire un enfant était un risque pour la planète. C'était ça la question. C'est un peu au cœur de cette idée reçue. Tout à fait. Alors, la première chose à dire, c'est que le risque pour la planète, c'est nul. La planète, elle va, on soit 10, 15, 20 milliards, elle va changer, mais elle sera là. Ce n'est pas un risque pour la planète. La question, elle serait un peu difficile, enfin, elle est un peu difficile à poser. Un risque pour l'humanité, peut-être, c'est-à-dire pour l'ensemble des êtres humains, probablement. Et un risque pour l'équilibre, et ça, t'en vas parler, entre les espèces, ça, certainement, c'est évident. D'accord ? C'est une histoire de place à occuper sur la planète. Donc, quand faut-il arrêter d'avoir des enfants ? Il y a 2 paradoxes dans cette question pour moi. Hein. Le premier paradoxe, c'est qu'on se pose la question aujourd'hui, qui est le moment de l'histoire où les gens ont eu le moins d'enfants. Aujourd'hui, la fécondité, c'est 2,4 enfants par femme dans le monde. Dans le monde. C'est 2,4 enfants par femme par monde. Donc ça explique l'accroissement de la population, mais ce n'est pas énorme. Donc se poser la question aujourd'hui, ça peut avoir un sens parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux, mais c'est quand même un peu paradoxal. Le deuxième paradoxe dans la question, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, on a un truc qui s'appelle l'inertie démographique. Une fois qu'on est né, ça met beaucoup de temps. Enfin, il y a un temps long dans la démographie. Une fois qu'une personne naît, elle va vivre. Or, l'enjeu climatique, sauf si tout le monde se trompe, il a l'air de plutôt s'inscrire sur le temps court. On nous dit les échéances sur la question d'environnement, c'est peut-être 10, 15 ans, 20 ans. Si tout le monde s'arrêtait d'avoir des enfants aujourd'hui, globalement, dans 50 ans, enfin, même si on diminue la fécondité, je veux dire, la grande majorité des gens qui sont aujourd'hui sur la planète constitueront la population qui sera là dans 50 ans. 80% des gens présents dans 50 ans sont des gens qui sont déjà nés, ils sont déjà là aujourd'hui. Donc ça veut dire que arrêter d'avoir des enfants, pourquoi pas ? De toute façon, c'est une question de désir, c'est pas la question, mais ce serait pas très efficace dans le contexte actuel. Hein. Je dirais pas la même chose si la fécondité était à 7 enfants par femme ou à 6, mais dans un contexte à 2,4 enfants par femme, ce serait pas très efficace puisque l'horizon ou l'agenda climatique, il est sur du très court terme,
Et l'effet que produirait une baisse de la fécondité, elle est sur le très long terme. Donc, ce serait, en termes d'efficacité, ce ne serait pas excellent. Alors, 2,4 enfants par femme, tout à l'heure on ne l'a pas utilisé. Pourquoi? C'est comme s'il y avait une fatalité. C'est-à-dire, en démographie, on parle de transition démographique. C'est quoi la transition démographique? Et c'est une loi. On n'a pas beaucoup de lois en démographie. Il y en a une qui marche, qui est presque universelle. C'est la question de la transition démographique. C'est-à-dire, quand on regarde dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, il se passe toujours la même chose. On passe d'un régime où les gens meurent beaucoup et les gens ont beaucoup d'enfants, fécondité élevée, mortalité élevée, à un régime où les gens meurent pas beaucoup et font moins d'enfants. Et ça, il y a très peu d'endroits où cette théorie n'est pas observée. Donc c'est comme il y avait un mécanisme, et c'est pas étonnant qu'on soit à 2,4 enfants par femme. Et les mécanismes qui expliquent ça, mais il y en a plein. Il y a le développement, il y a l'éducation, il y a les questions de l'urbanisation, il y a les questions de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et la question aujourd'hui, c'est plutôt, pour les politiques publiques de nombreux pays, c'est pas arrêter d'avoir des enfants, c'est plutôt comment on fait pour pouvoir maintenir un équilibre, c'est-à-dire maintenir le renouvellement de cette population. Puisque de la première transition démographique, on est arrivé à ce qu'on appelle une deuxième transition démographique, c'est-à-dire une installation dans le temps long de régime démographique, de comportement, à plutôt 1,4, 1,5. En Europe, c'est 1,5 enfants par femme. En Asie, en Corée, c'est moins de 1 enfant par femme. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des niveaux de fécondité qui sont très faibles. Okay? Donc, pour juste répondre à la question, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il faut arrêter? Si on n'a pas envie d'enfants, ben, il faut arrêter. On ne peut pas forcer les gens à avoir des enfants, c'est très bien. Mais si on décide de ne pas avoir d'enfants comme un acte écologique fort, c'est vraiment pas efficace. De mon point de vue, pas efficace dans les conditions aujourd'hui. D'en avoir un de moins quand les gens en ont en moyenne 7, oui, ça a un effet. Mais en avoir aujourd'hui un de moins dans un territoire où on est à 2,4 et on sait que de toute manière, la fécondité, elle va baisser et elle va arriver à 2 à peu près partout, ou en dessous de 2, ce ne serait pas d'une efficacité incroyable. Je reviendrai dessus sur ce point plus tard, parce que moi je pense que, enfin je peux le dire maintenant, je pense que même si on voulait faire, dans le contexte, encore une fois, dans le contexte actuel, à 2 à 1,8 enfants par femme, en France 2,4 sur la planète, si on est persuadé qu'on peut faire encore quelque chose, qu'on n'est pas désespéré, qu'on peut faire encore quelque chose sur la planète, mais il faut que ce soit ces personnes qui en sont persuadées, à la rigueur, c'est à eux d'avoir des enfants. Vous disiez tout à l'heure, parce que si on est une minorité, eh ben, aussi bien, vous n'en aurez pas 4. Si vous en avez un et que vous l'éduquez en termes d'éco-responsable, ça a plus de sens en termes militants, il me semble, que de ne pas en avoir. Enfin, encore une fois, dans un régime à 2. D'accord? C'est un point de vue, mais je pense que c'est... En tout cas, toutes les populations qui ont été en minorité ont ce réflexe. Ils utilisent la démographie, la reproduction, pour pouvoir porter plus dans le débat suivant, à 1 ou 2. Okay, donc, est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des enfants aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on dit il faut arrêter d'en avoir pour une question environnementale, je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Sur un plan, d'un point de vue démographique en tout cas. Ouais. Et le vrai responsable de l'accroissement de la population, c'est plutôt la mortalité infantile, je vous disais. D'un point de vue démographique, ce qui fait que la population a augmenté, c'est aussi parce que la mortalité a baissé. D'accord? Mais qui va aller se battre pour dire qu'on va arrêter de vivre 85 ans, 90 ans, ou qu'il faut continuer à avoir une population où vous avez un quart ou un cinquième des enfants qui meurent avant 1 an? Ce sera un peu dur à porter, quoi. Or l'accroissement, celui qui contribue le plus aujourd'hui à l'accroissement de la population, c'est l'allongement de la vie. Ça contribue beaucoup. Mais on ne voit pas dans le débat public des gens dire attention pour la planète, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on vive un peu moins longtemps ou qu'on meure un peu plus tôt. D'accord? Mais d'un point de vue démographique, ce serait presque plus efficace. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire les moments où la population a diminué, elle a toujours diminué de manière drastique quand il y a eu des catastrophes, c'est-à-dire quand c'est la mortalité qui a joué. Les épidémies, les guerres, les catastrophes naturelles. D'accord? Si on regarde à l'échelle de la planète, le seul moment où la population a vraiment baissé, 6%,
C'est 1919-1918, en tout cas sur les périodes où on a pu mesurer des choses, hein, avec la grippe espagnole, pardon, qui fait disparaître jusqu'à, on estime, à 6% de la population. Donc c'est toujours la régulation, elle vient plutôt sur la mortalité que sur la question de la natalité. Mais politiquement, ou même socialement, de jouer sur la mortalité, c'est quand même un peu compliqué et tendancieux. D'accord. Donc finalement, si je comprends bien, c'est pas forcément un argument en termes de démographie. Qu'en est-il en termes de biologie? Est-ce qu'il ne faut plus faire d'enfants pour préserver la planète? Là, il y a peut-être être question des ressources, justement, à nouveau. Alors, il y a la question des ressources, mais il y a surtout la question de l'attitude des populations humaines et de ce qu'on fait subir à la planète. Autrement dit, de notre empreinte écologique. Si l'attitude, c'est de dire je ne veux plus faire d'enfants, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas que la population humaine continue à dégrader les conditions des écosystèmes, les conditions de vie de la planète, il y a aussi plein d'autres actions à faire pour essayer de moins détruire l'environnement, pour diminuer son empreinte écologique. Ça peut être une des actions, mais ne faut pas se réfugier derrière cette action et puis continuer à avoir une attitude qui va faire que la vie de sa personne va très fortement impacter la planète, va utiliser les ressources, va détruire des milieux naturels, va polluer de l'air, de l'eau, etc. Donc, avec tout ce que vient de nous dire Didier, je vous dis, c'est pas forcément la meilleure action pour faire diminuer la population et la pression d'effectifs de la population sur l'environnement. Déjà, on a déjà un gros argument là-dessus. Après, il n'y a pas que ce nombre de population qui fait qu'on est à l'heure actuelle dans une situation de très fort déséquilibre écologique. Ces déséquilibres écologiques, on ne va pas se leurrer, ils sont principalement dus à nous, aux populations d'Europe, d'Amérique, du Nord, des populations qui ont beaucoup exploité les ressources de la planète. On n'est pas les plus nombreux sur la planète. Donc il y a ce déséquilibre. Donc c'est pas toutes ces modifications climatiques autres, c'est pas en réduisant un tout petit peu le nombre des individus qu'on va changer ça. C'est plutôt en changeant de comportement, en changeant notre utilisation des ressources et en laissant derrière nous des choses qui sont dégradées. Peut-être qu'en commençant à moins dégrader, en commençant à restaurer un petit peu les écosystèmes, la biodiversité, restaurer le fonctionnement de la nature, là, on aura une action un petit peu plus positive. Qu'est-ce qu'on entend par restaurer justement des écosystèmes? Comment ça fonctionne? Alors, restaurer des écosystèmes, ça je peux en parler vraiment pendant des heures, donc il va falloir m'arrêter. C'est quand on va essayer de réparer la santé d'un écosystème, de faire en sorte qu'il va continuer à se développer de lui-même, à vivre de lui-même, un petit peu comme si on soignait l'écosystème. Quand vous êtes blessé, on vous met un plâtre si vous avez une fracture pendant un moment, et puis votre corps se régénère. Mais si on ne vous met pas le plâtre et que vous continuez à bouger le bras, la main qui est blessée, ça ne s'en ira jamais. Parfois, les écosystèmes ont été blessés, trop dégradés, et il faut qu'on ait ce plâtre pendant un petit moment, qu'on ait cette petite action pour aider l'écosystème à reprendre son fonctionnement, à reprendre sa dynamique, et après à pouvoir vivre de lui-même. Donc ça, c'est des actions qui se font. Vous en avez sous les yeux tous les jours, peut-être quand vous allez vous promener le long des rives du Bourry vers le nouvel écoquartier. Vous avez des mares qui ont été restaurées pour restaurer notamment des populations de crapauds verts. Ça fonctionne, les crapauds verts commencent à revenir. Donc c'est des choses que vous voyez, que la ville d'Oswald a mis en place. Il y a ça ici, mais il y a ça aussi un petit peu partout. Et là, on dévie peut-être un petit peu de ne pas faire d'enfants, mais Didier vous parlait de dire si vous avez cette attitude-là, c'est peut-être que vous allez aussi éduquer vos enfants au respect de la nature, si ce n'est à la réparer, au moins à la protéger, à ne pas la détruire. Vous pouvez leur montrer ça
près de chez vous, qu'il y a des choses qui marchent et qu'on peut vivre avec la nature. Ce milieu-là, il est en plein milieu d'Oswald, au milieu des quartiers. La question de la pression finalement de l'humain sur la nature, c'est pas tellement une question du nombre que d'une question d'attitude, si je comprends bien, de mode de De vie. limiter la pression et de se dire, est-ce que vraiment j'ai besoin d'utiliser toutes ces ressources? Est-ce que j'ai besoin, au bout de 6 mois, de changer mon téléphone portable ou pas? Est-ce que j'ai besoin de détruire un environnement? D'ailleurs, c'est juste pour l'idée de dire il faut diminuer la population pour des raisons écologiques, il y a une manière très facile de le voir. On peut mesurer l'empreinte environnementale d'un pays en tenant compte de ce que les gens consomment, comment ils vivent et comment ils produisent. Alors, on peut calculer, c'est discutable, mais on peut calculer. Et puis on sait dans ce même pays, combien les gens ont en moyenne d'enfants. D'accord ? Donc on peut regarder ce qu'on appelle la corrélation. Est-ce que les deux sont liés si on croise les deux? Ben, la relation elle est inverse. C'est-à-dire l'empreinte écologique est la plus faible dans les pays où la fécondité est la plus forte. D'accord ? Mais c'est parce que c'est pas lié à la population, c'est lié à la façon de vivre et à la façon de produire, c'est tout. Alors ça ne veut pas dire que si on a beaucoup d'enfants, on n'aura pas. C'est une histoire de développement derrière. Mais en tout cas, la relation, elle ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ça marche pas. D'accord ? C'est au contraire. Et on y reviendra dans la troisième idée reçue, mais c'est un vrai problème. Après, sur le désir d'enfant, là, dans les générations, on n'a pas d'études sérieuses qui aujourd'hui, c'est une vraie question hein, de se dire, est-ce que on sait que, a priori, enfin c'est une hypothèse, qu'a priori dans les générations les plus récentes, on va dire chez les gens qui ont, les générations qui ont aujourd'hui 20, 22, 23 ans, si on fait une enquête, est-ce que les gens qui désirent ne pas vouloir d'enfants, je dis vraiment ça, c'est le désir de non-enfant, la part augmente. D'accord ? A priori. Mais il n'y a pas d'études en grande population qui a l'air de le dire. Et ça, de l'interpréter, c'est un peu compliqué. Parce que justement, l'argument écologique et l'idée de dire que c'est bien pour la planète, c'est un argument qui est très facilement mobilisable pour rendre socialement acceptable une décision qui ne l'est pas dans une société où il y a la pression à avoir des enfants. C'est-à-dire que comment on la mesure, la pression à avoir des enfants? Vous allez avoir des gens qui n'ont pas d'enfants et vous leur demandez, et qui sont en couple depuis 10 ans, d'accord? Et vous allez les interroger. Qu'est-ce qui se passe dans les réunions de famille? Alors, c'est quand que ça va arriver? D'accord? C'est ça la pression sociale. Bon, ben, si vous êtes dans un système où vous avez une pression très forte, c'est le cas en France, l'argument écologique devient un argument qui, socialement, vous libère très facilement pour dire ou verbaliser un truc qui n'est pas avouable, entre guillemets. Parce que vous allez vous faire taxer d'égoïsme ou d'individualiste et tout si vous dites que vous ne voulez pas d'enfants. Alors si vous dites que vous ne voulez pas d'enfants, ce n'est pas pour vous, vous aimeriez bien en avoir un, mais c'est pour la planète. Ça marche. C'est une légitimation sociale finalement. Ça marche très bien. Mais en réalité, quand je vous parlais de transition démographique, en réalité, le désir d'enfant, il baisse. D'accord? Ça, c'est difficile à analyser, mais il baisse. Mais il baisse parce qu'une journée dure 24 heures, parce que l'activité, la consommation a changé, le mode de vie a changé, est incompatible avec des familles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des familles de 3, 4, 5, 6 enfants, ça existe encore même dans des pays. Mais dans la majorité, puisque le nombre, c'est une moyenne, c'est-à-dire il y a une dispersion, bah, en moyenne, le désir et la réalisation baissent, je veux dire, et elle continuera à baisser. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui. Comment vous analysez la marche arrière du régime chinois par rapport à la politique de l'enfant unique? Alors, c'est un très bel exemple. Je me suis amusé là pour regarder ce que je ne les ai pas en tête. C'est quoi les 4-5 grands pays? Donc, ça, vous les connaissez, c'est Chine, Inde qui vient de dépasser la Chine, et après les États-Unis, l'Indonésie, etc. On prend les 3 premiers là. D'accord? L'accroissement de la Chine, c'est 0. Ouais, c'est ça, c'est quasiment 0. Ok? Donc, le revirement, il vient de là. C'est-à-dire que si vous êtes ce qui marche dans les politiques coercitives comme la Chine, on peut empêcher les gens à avoir des enfants. D'accord? Alors, on peut les empêcher de manière hyper coercitive comme en Chine, c'est-à-dire en vous enlevant des droits si vous avez un deuxième. C'est ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'était vraiment coercitif. Et puis une autre façon d'empêcher ou de rendre difficile,
le fait d'avoir un enfant, c'est de tout faire pour que ce soit difficile d'avoir un enfant. C'est plus sournois, mais si vous avez des conciliations difficiles entre le travail, etc., si vous ne mettez pas une politique publique qui vous permet de concilier les deux, c'est pas coercitif comme un chinois. Mais le problème, c'est que les gens, au début, ils ont moins d'enfants. D'accord? Pas parce qu'ils ont choisi, parce qu'on les oblige ou parce qu'on leur en empêche d'en avoir socialement. Mais quand ça dure 25-30 ans, toute la société s'est habituée à avoir un enfant. Donc, quand les politiques se réveillent et ils disent attention, mon accroissement baisse, finalement la population pour peser dans le monde, quand les personnes vieillissent, il faut bien des enfants qui s'occupent de mes personnes âgées, etc. Donc, je vais tirer une manette et puis, hop, les gens ils vont se remettre à avoir des enfants. Sauf que c'est fini. C'est ce qu'a appelé un collègue une trappe de la fécondité basse. Lui, son hypothèse, c'est que quand la fécondité est basse trop longtemps, ça fait une trappe et on ne remonte pas. C'est l'inertie dont on parlait. Non, l'inertie, c'est que je tape et puis ça met très longtemps. Donc l'enfant naît et pendant 100 ans, il est là. D'accord? Mais la trappe, c'est que une fois que la fécondité est basse, l'Italie, par exemple, eh ben, les gens s'habituent et toute la société s'organise autour d'un régime où on a peu ou pas d'enfants. Et le désir, finalement, ils ne désirent pas plus d'enfants. Et donc, même en Allemagne, hein, ils ont mis en place un tas de systèmes en se disant, si je mets en place ce système, je lève les contraintes, les gens vont se mettre à avoir des enfants. Ils vont peut-être réavoir des enfants, mais ça ne va pas être automatique, ça va mettre autant de temps. Et donc en Chine, je veux dire, quand les gens ont décidé, comme ils en avaient un, ils se sont habitués à mettre beaucoup d'argent dans l'éducation. L'immobilier fait qu'ils ont une maison qui est plus ou moins petite, etc. Donc, pour qu'ils commencent à réaliser qu'ils peuvent en avoir deux, que les choses changent, ça va être long. Hein. Ça va être très long. Donc, ça bute parce que ce qui était une contrainte devient un mode de vie. Les gens en Italie, ils vous disent hein, que tout autour, dans des endroits, le fait de se promener, on ne voit pas de poussettes, il y a moins d'écoles, etc. Ben voilà, on s'habitue. Et puis, pardon. Ça a généré une seconde question, je crois. Oui, c'est sur le même sujet. Donc en fait, il y a une accoutumance, donc il y a une intériorisation de cette population qui est dans la trappe. Et donc en fait, logiquement, ensuite, ne serait-ce que idéologiquement, vu que c'est intériorisé, genre hommes comme femmes vont trouver des arguments politiques et idéologiques pour ne pas faire d'enfants aussi. Oui, ou le mode de vie est comme ça. Ah, ouais. Le mode de vie est comme ça. Vous projetez. Si vous avez intériorisé, je prends la Chine, que de toute manière, vous allez avoir possibilité de faire qu'un enfant. D'accord? Vous avez 20 ans, vous l'intériorisez, vous en avez un, vous organisez votre vie autour de l'un. Quand je dis votre vie, c'est votre logement, c'est votre façon d'épargner, tout votre mode de vie va être organisé comme ça. Donc, pour changer, il va falloir peut-être 1 ou 2 générations. Peut-être ça va marcher en Chine, mais pas tout de suite. Pas une crise, quoi. Enfin, on sait que toutes les politiques natalistes, elles n'ont jamais d'effets brutaux. C'est-à-dire, on n'arrive pas à forcer les gens à avoir des enfants. On arrive à les forcer à ne pas en avoir, si on est vraiment dur, mais les forcer à en avoir, c'est... Oui, je crois qu'il y avait une question là-bas aussi. Oui, vous avanciez l'argument que les jeunes générations disent qu'elles se réfugient derrière l'argument... C'est une hypothèse. Hein. Ouais. Oui, lorsqu'on leur pose la question pourquoi vous ne voulez pas d'enfants, ou voilà, ils se réfugient derrière l'argument écologique pour sauver pour la planète, pour préserver la planète. Or, moi je pense aussi, j'ai aussi entendu que vu le monde actuel et l'avenir qui se présente et le peu c'est exactement ça. Et le peu de volonté quand même de nos gouvernements de ralentir la surproduction, etc. Je ne sais pas, quand on veut devenir parent, on a envie d'offrir un monde, un beau monde à nos descendants. Et c'est vrai que ce qu'on nous annonce là, les catastrophes écologiques, les migrations écologiques, les peuples qui vont souffrir de tout ça, ça ne donne pas forcément envie non plus d'avoir des enfants. Je pense que je suis quelqu'un de très optimiste, mais c'est un point qui m'amène à être pessimiste. Parce que je pense qu'en effet, l'argument de dire on ne veut pas d'enfants pour des raisons écologiques, c'est pas sur du long terme, c'est parce que ça veut dire que les gens ont intériorisé que demain est vraiment noir. Et donc on ne veut pas prendre la responsabilité de mettre. Donc ça veut dire que le niveau d'espoir ou de niveau de désespoir
est fortement, alors c'est conjoncturel peut-être, hein, mais fortement intégré. Parce que je pense qu'en effet, la raison, elle n'est pas écologique, elle est de dire, c'est un peu la quatrième idée reçue, le coup est parti, quoi, c'est trop tard. Mais on a l'impression de ramer quand même contresens, on n'avance pas. Nous-mêmes, à notre petit niveau, on a envie de faire bouger les choses, mais on est juste une petite goutte d'eau dans un océan, et puis au-dessus, bah, Ouais. C'est vrai que l'échelle démographique n'est pas l'échelle individuelle. Oui, oui. Mais après, à côté de ça, quand j'ai commencé tout à dire, vous dites à Oswald, c'est une population, vous êtes localisé, on a tout le temps, c'est pas une erreur cognitive, c'est cognitif. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à transposer ce qu'on a autour de soi et ce qu'on entend, à le généraliser. D'accord? Donc ce côté population très nombreuse, accroissement, etc. Si vous vivez à un tel endroit, vous avez du mal à imaginer qu'il y a d'autres. En France, si vous habitez en ville, si vous allez, on fait les mêmes enquêtes dans la Creuse ou dans l'Osaire, les gens, ils vont pas vous tenir le même propos parce que eux, la décroissance, ils la vivent. Ils vont dire que ça va avoir des effets sur leur service public, voilà, pour avoir un soin, il faut faire 1h30 de route. Donc c'est très dépendant de l'endroit où on vit, l'impression qu'on a. Et donc de ce côté-là, il y a un autre élément, c'est les médias et ce que vous entendez au jour le jour, qui vont très vite, et peut-être que ça contribue aussi à cet élément-là. Ouais. On en reparlera dans le dernier, mais... On reviendra sur ces questions-là. Ouais. Mais en même temps, effectivement, il y a une dimension très importante de l'image culturelle qu'on a du fait d'avoir des enfants et des désirs plus profonds de chaque individu. Mais en même temps, la France, on est un pays où on fait globalement plus de bébés que plein de gens en Europe. On est un pays où on a des crèches qui n'existent pas dans plein d'autres pays, où on rémunère les femmes pendant leur congé maternité. Et effectivement, les congés maternité en France sont plus courts que dans d'autres endroits et on a des problèmes, mais en même temps, il y a des politiques mises en place qui facilitent dans une certaine mesure la vie des jeunes parents. L'école publique, chez nous, elle tient la route et c'est vraiment gratuit. Donc, c'est quand même des choses qui ont une influence sur la démographie. Ça, c'est toutes les mesures de ce que vous appelez la politique familiale à l'échelle européenne qui regroupe plein de choses. D'accord? Et ce qu'ont montré des collègues, c'est que si je regarde la fécondité, plus le taux d'activité des femmes, au début, quand le taux d'activité, je vais dire des femmes parce que c'est souvent la femme qui est inactive dans le couple, plus le taux d'activité des femmes augmente au début, quand la fécondité est autour de 3, 3,5, plus la fécondité baisse. D'accord? Et puis, quand on arrive en bas, c'est l'inverse qui se passe. Plus le taux d'activité des femmes est important, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité d'avoir des enfants et de travailler, plus la fécondité augmente. Mais pas augmente à 3, hein, se maintient autour de 1,8, 1,9. Et pourquoi là en France, la fécondité reste à un niveau relativement élevé, 1,8 aujourd'hui, longtemps 2, en partie parce qu'en effet, c'est plus facile probablement qu'ailleurs, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est plus facile qu'ailleurs à avoir des enfants. Ouais. Après, les choses peuvent aller assez vite sur la politique familiale, sans faire de politique, la politique familiale n'est plus la même aujourd'hui. Les choses ont quand même un peu changé et évolué. Le coût pour avoir un enfant en crèche, moi je suis toujours étonné, pour avoir eu des enfants il y a 20 ans qui étaient en bas âge, ou 15 ans, 20 ans. Et puis j'entends soit mes premiers étudiants, soit ma famille, des gens qui ont des enfants aujourd'hui. Le coût dans le budget est quand même beaucoup plus important que ce qu'il était il y a encore 15-20 ans. Ça, c'est pas négligeable, le coût de la garde d'un enfant, par exemple. Donc les choses ont quand même un peu changé. Ouais. On va prendre une dernière question sur cette idée reçue. J'ai cru voir une main qui se levait là-bas. Non? C'est pas une main, je prends. Ah. Vous avez parlé de l'Allemagne, qui est un phénomène intéressant, parce que c'est une réalité pays à côté qui a une natalité très faible, enfin qui a toujours une natalité très faible. Et vous avez parlé d'une politique familiale qui avait évolué il y a une dizaine d'années, je crois à peu près, et qui n'a pas eu d'effet. Alors, c'était justement l'objectif, en fait, c'est d'en avoir. Et vous disiez que c'est pas immédiat, effectivement. La mentalité de la rave d'or, c'est pas tout de suite que ces choses s'effondrent. Et je me posais la question, est-ce que vous avez une estimation? Parce que finalement, vous posez la personne à l'instant,
il est clair qu'une politique, alors familiale ou pas, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais une politique qui soutient les familles qui ont des enfants, qui leur permettent de l'assumer financièrement, mais aussi en termes de garde, et puis de concilier vie professionnelle et vie familiale. Quand ça c'est mis en place, même si on a quelques restes tout de même, ça a un effet certain sur la natalité. Et donc, une fois que ça se met en place, combien de temps? C'est peut-être une idée, parce que finalement, ce serait dommage de dire aux Allemands d'arrêter. On lâche les taux, on revenait au principe réactionnaire d'une femme à la maison qui s'occupe des gamins. Ben, à mon avis, ça met, pour répondre à la question de manière vraiment efficace, ça met ce qu'on appelle, nous, une génération, c'est-à-dire à peu près 20 ans. C'est-à-dire l'écart entre deux générations, entre 30 ans, si l'âge aux enfants est 30 ans. Donc ça voudrait dire ça, au moins 30 ans. Donc, il faut que cette politique, elle reste au moins 30 ans, je pense. Pour qu'elle imprègne ceux qui ont commencé à être éduqués, qui ont évolué dans cette situation-là et qui vont être en situation. Voilà. Ça peut avoir un effet à plus court terme pour des gens qui, au moment de la mise en place de la politique, ont 15, 20 ans. D'accord? Et donc, dans 10 ans après, ils vont être là. Donc, ça peut jouer. Mais, à mon avis, ça met du temps, au moins 30 ans. Mais ce qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'une politique familiale, une politique nataliste, c'est très connoté, en tout cas familiale, efficace, elle marche que s'il y a le désir d'avoir des enfants. Si les gens ont plus envie, une personne qui n'a pas envie, pour des raisons nobles ou personnelles, je veux dire, vous pouvez mettre toutes les politiques familiales que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, il faudrait savoir quel est vraiment... Le problème, c'est que quand les enquêtes sur le désir, je disais, il y en a peu actuellement, mais on a beaucoup d'enquêtes où on va interroger les gens. Boum. Des grandes enquêtes sur 10 000 personnes. Est-ce que vous voulez un enfant maintenant, très tôt, dans les 5 ans, et puis on retourne les voir 5 ans après? Eh ben, il y a finalement autant de faux positifs que de faux négatifs. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui vous disent, oui, j'en veux un tôt. 5 ans après, bah, il n'est plus en couple, ou il a perdu son taf, ou il n'est plus dans les conditions. Et puis, un autre qui vous a dit « je ne veux pas avoir d'enfant », puis 5 ans après, vous l'avez. Donc, ça s'équilibre. Mais, si on regarde la moyenne des désirs, ça marche, ça, quand même. D'accord ? Et donc, moi, le désir, s'il est faible, ça ne changera rien. Si le désir est faible. Alors, pourquoi en Allemagne, ils ont une fécondité si faible ? Pourquoi la différence entre la France et l'Allemagne ? C'est pour deux raisons. Enfin, pardon, c'est deux facteurs. C'est qu'en Allemagne, la part de celles des femmes, des couples qui n'ont pas d'enfants, c'est monté jusqu'à 22-23%, voire 25%, mais il y a un peu d'erreur. Donc ça veut dire une personne sur 4 de la génération qui n'a pas d'enfants. Donc évidemment, quand vous calculez une moyenne, si vous avez un quart qui est à 0, ça plombe votre moyenne quand même. D'accord ? Et alors qu'en France, on est autour de 12%. Et puis l'autre raison, et ça c'est vraiment la politique familiale, c'est que la part de ceux qui passent de 2 à 3, on est à 40% en France, il y a un passage très fort du 2 à 3, et qui est très faible dans quasiment tous les autres pays d'Europe. C'est-à-dire ce qui faisait qu'en France on était à 2, je dis était, parce qu'en ce moment c'est en train de baisser, c'est parce que vous aviez plus souvent un troisième et moins souvent pas d'enfants. C'est la spécificité du modèle français. Alors que d'autres pays qui ont une fécondité relativement élevée, c'est très concentré sur 2 par exemple. Et puis il y a d'autres pays où, certes, il y en a beaucoup à 0 et 1, mais il y en a beaucoup à 4, 5. Les États-Unis, longtemps, leur fécondité, aujourd'hui, elle tombe, mais longtemps, la fécondité aux États-Unis, elle était forte parce que vous avez une part de ceux qui en avaient beaucoup qui compensait la partie des gens qui en avaient peu. Donc, à mon avis, oui, 30 ans. Ouais, il faudra attendre 20-30 ans. Mais le problème, c'est que l'agenda politique, il n'est pas sur 20 et 30 ans. C'est ça la force de la France, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un truc durable sur le service public de la garde aux enfants, de l'école gratuite. Qui a porté ses fruits. Bah, en tout cas, je ne sais pas si elle a porté ses fruits, mais qui a permis aux gens peut-être de ne pas trop se poser la question, tiens, si j'ai un enfant de plus, qu'est-ce que ça va changer sur mon quotidien ? On va passer à la troisième idée reçue, qui est qu'on ne peut pas nourrir tout le monde. Qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde si la population continue de s'accroître et encore beaucoup. Qu'en est-il sur un plan biologique ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors, bon, déjà, tout dépend de ce qu'on va dire tout le monde. Bon, on a déjà évacué un peu la question de on ne va pas augmenter la taille de la population indéfiniment. Donc, on va déjà essayer de dire est-ce qu'on peut nourrir correctement les 8 milliards et puis
quelques autres qui vont arriver avec l'augmentation qu'on a à l'heure actuelle. Pour nourrir une population, il faut produire de la nourriture, il faut produire les ressources alimentaires. Ça, il faut de l'espace. Il faut une ressource en place, il faut des cultures, il faut de l'élevage ou autre. Et vous allez dire que je suis un petit peu monomaniaque, mais j'en reviens toujours à l'utilisation des territoires, à l'impact que l'on a sur l'environnement. Pour pouvoir nourrir une population, eh bien, il faut des territoires qui permettent de développer une agriculture, il faut des sols qui permettent d'établir des cultures, qui permettent d'établir de l'élevage. Donc il faut, à nouveau, ne pas détruire l'environnement. Et il faut ne pas détruire l'environnement aussi par les cultures que l'on va mettre. On a, depuis quelques décennies, produit beaucoup de cultures intensives, de monocultures, de cultures qui ont détruit les sols. On est bien placé en Alsace pour savoir que dans certaines zones, dès qu'on a des orages, on a des pertes de sol, des coulées d'eau boueuse. Alors c'est catastrophique pour ce qui se passe dans les villages juste en dessous de ces champs-là, mais c'est aussi catastrophique pour les surfaces agricoles. C'est une perte de sol arable, c'est une perte de sol utilisable. Petit à petit, on perd de ces sols. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On a nous ça en France, mais dans les États-Unis, dans les années 30, ils avaient déjà ce problème-là. On a déjà des gens qui se sont penchés sur la situation. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de perdre des sols quand on a mis en place des cultures intensives très grandes et que la nature autour reste avec ses orages, avec ses intempéries, et on a des lessivages de ces sols-là. La réponse, je vous emmène à nouveau sur le terrain de l'écologie, la réponse, ça a été une gestion écologique de ces milieux, de pouvoir replanter de la végétation qui va stabiliser le sol, de ne pas avoir que de la monoculture. Pour nous, c'était l'ancêtre de la restauration écologique. C'est notre papa des gens qui font la restauration écologique qui a commencé à initier ça, M. Aldo Leopold. Donc, à nouveau, c'est une vision d'utilisation des ressources, de ne pas détruire pour pouvoir se nourrir les milieux environnants. Alors, ça peut être lié au système de culture, mais ça peut aussi être lié à la provenance des aliments que l'on va utiliser. Et la provenance, je ne dis pas la qualité des événements, parce que de la même manière qu'on avait, il ne faut pas faire d'enfants, on peut dire il faut être végétarien, vegan, on va protéger la nature. À nouveau, je ne vais pas vous dire oui ou non, c'est des décisions personnelles. Vous pouvez très bien dire je ne vais manger que certains aliments. Si vous mangez des aliments qui sont d'origine végétale, mais que pour avoir vos apports en protéines suffisants, vous utilisez des aliments qui viennent de l'autre bout du monde, avec le transport, avec des conditions de culture qui ne sont peut-être pas respectueuses de l'environnement, du coup, votre bonne conscience, elle sera peut-être satisfaite parce que vous aurez dit, j'ai adopté une attitude, mais est-ce que c'est la meilleure attitude ? La meilleure attitude, c'est celle qui va faire que votre empreinte écologique, elle est plus faible. Celle qui fait que vous ne cautionnez pas peut-être certains modes d'exploitation de la nature et que dans ce qu'il y a dans votre assiette, c'est aussi une manière de vous exprimer, c'est aussi une manière d'agir un petit peu. Tout à l'heure, on disait, tout seul, on ne peut pas agir beaucoup, mais à notre échelle, on peut tous quand même avoir un petit peu ces gestes-là, cette attitude-là, et faire en sorte de ne pas de ne pas consommer des choses qui sont plus destructrices pour la nature. Ça peut être une manière, et ça peut être aussi une manière de pouvoir nourrir tout le monde, puisque c'était l'idée au départ, et de vraiment protéger la planète, protéger les écosystèmes, dont les agrosystèmes qui sont nos écosystèmes nourriciers. La question, c'est moins celle du nombre que celle de comment on nourrit. De comment on nourrit les gens et de comment est-ce qu'on va exploiter notre planète pour se nourrir. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que démographe ? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde ? Je vais répondre un peu tard, mais je vais rappeler un truc. C'est une question, c'est la question
démographique. C'est-à-dire, il y a un cours en deuxième année qui s'appelle Théorie en démographie. Celui dont on parle le plus, c'est Malthus. Tu es bien placé, Philippe, car l'histoire de la pensée, tu connais ça. C'est Malthus. Malthus, tout le monde a entendu parler de Malthus, du malthusianisme et tout. Et Malthus, c'était ça, c'est le 18e, 19e siècle. À l'époque, on est 1,5 milliard sur la planète. Et donc, il dit que c'est une histoire de principe de la population. C'est quoi sa théorie du principe de la population? C'est que la population, elle augmente de manière exponentielle et les ressources, elles augmentent de manière linéaire. Au bout d'un moment, s'il y en a une qui fait comme ça et puis l'autre qui fait ça, il y a un problème. C'est qu'il y a trop d'individus par rapport à ce qu'on produit sur la Terre. Et donc, de ça, notre ami Malthus, il dit que c'est simple. Il va avoir deux choses. La nature, bon, il était pasteur ou prêtre, il était pasteur. Il avait une morale bien identifiée, bien forgée, pardon. Et donc, il dit la nature va régler les choses. Et donc, il y aura deux choses. Il y a le frein actif, c'est-à-dire que globalement, s'il n'y a pas assez à manger, il va y avoir des famines, il va y avoir des conflits. Donc, la nature va s'occuper de réguler la population. Ou alors, on va utiliser ce qu'on appelle le frein préventif, il appelle ça. Le frein préventif, c'est-à-dire que par le comportement humain, on se débrouille pour que la population n'augmente pas de manière exponentielle, mais s'ajuste à la production sur la planète. Donc c'est bien l'idée de dire que on peut jouer sur l'évolution de l'accroissement de la population, mais on ne peut pas jouer sur l'évolution de la production. D'accord? Donc c'est quelque chose qui en fait. Alors, le pauvre Malthus, comme lui était avec une morale forgée et forte, il disait il faut se débrouiller pour avoir moins d'enfants, mais ne pas utiliser des moyens qui sont moralement condamnés, c'est-à-dire ne pas avorter, ne pas avoir des rapports en pratiquant le retrait, parce qu'à l'époque il n'y a pas de contraception, c'est-à-dire en ayant un comportement doux. Donc la seule manière de le faire pour avoir moins d'enfants, c'est d'avoir des enfants que quand on peut les nourrir. C'est son idée. Donc on se marie plus tard, et donc globalement, si on est riche et on a les moyens, on peut faire des enfants. Si on est pauvre, on ne va pas avoir d'enfants. Il y avait un côté très sélectif dans son choix. Alors, après, une fois que Malthus est arrivé, cette idée de dire qu'il y a trop de personnes sur la planète et il faut qu'il y ait moins de personnes parce qu'on n'a pas les moyens de les nourrir tous, il n'y a pas que lui qui a fait ça. Les néo-malthusiens, ceux qui sont arrivés après, avaient la même chose. Les anarchistes, Paul Robin, avaient aussi les mêmes idées. Donc c'est une vieille idée. D'accord ? Et c'est une idée hyper, aujourd'hui, répandue. On a le malthusianisme, pas avec son côté. Ne pas utiliser de contraception, ne pas utiliser d'avortement. Mais l'idée il faut avoir moins d'enfants, c'est quand même un truc qui est très ancré et qu'on voit pour la raison écologiste revenir en force, les réflexes malthusiens. D'accord ? Mais le réflexe malthusien d'hier, il produit la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, il arrive à dire que ceux qui ne doivent pas avoir d'enfants, je caricature volontairement, c'est les pauvres. Parce que si on a un réflexe malthusien aujourd'hui, où est-ce qu'est la réserve? C'est-à-dire, à qui on peut faire diminuer la fécondité? Au pays du Sud. Pays du Sud, principalement, où est-ce qu'on a une fécondité encore élevée? L'Afrique, Moyen-Orient et l'Asie centrale. Enfin, l'Asie... Ouais, c'est ça, la péninsule arabique, là, et puis l'Asie centrale. C'est les seuls endroits où on a encore une fécondité supérieure à 4 dans le monde. Donc, on va arriver à dire que s'il faut diminuer la natalité, c'est à eux. Les réflexes malthusiens, ils sont toujours dirigés vers ceux qui font beaucoup d'enfants. Et généralement, ceux qui font encore beaucoup d'enfants, c'est les pauvres, entre guillemets. D'accord ? Donc, moi, je trouve que l'idée de se dire, est-ce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde? C'est-à-dire de prendre l'argument pour réguler la population, l'argument de la limite des ressources naturelles, elle est naturelle, elle est presque normale, elle vient rapidement, mais très vite, elle déborde sur des choses qui sont moralement un peu condamnables. D'accord ? C'était le cas de Malthus, je pense que c'est le cas aussi aujourd'hui. Parce que c'est jamais nous qui devons avoir moins d'enfants. Après, Malthus, il dit ça, on est 1,5 milliard de personnes sur la planète à l'époque. Aujourd'hui, on est 8. D'accord ? Il y a moins de famines aujourd'hui qu'à l'époque de Malthus. Hein. Vraiment. C'est-à-dire, c'est même arithmétiquement, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde? On en a fait la preuve. On en fait la preuve. Si vous voyez aujourd'hui aussi, il y a des gens qui calculent, on dit qu'il n'y a pas la moitié, mais presque, de la production alimentaire qui est jetée. D'accord ? Qui n'arrive pas dans une assiette.
Donc, si je raisonne comme ça voudrait dire que globalement, on peut nourrir 16 milliards d'individus sur la planète, puisqu'on arrive à produire et acheter la moitié. Donc, la question, elle ne devrait même pas se poser. Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde? On en fait la preuve tous les jours, on jette la moitié de ce qu'on produit en alimentaire. Donc oui, à mon avis, on peut. Est-ce qu'il y a des modélisations quand même? Est-ce qu'on sait jusqu'où on peut aller en termes de population pour nourrir tout le Après, monde? on arrive toujours à la question de l'équation qui a été déclarée, c'est-à-dire l'empreinte écologique. Là, c'est le produit de au moins 3 choses, c'est simplificateur. La population, c'est-à-dire le nombre, la consommation, ce qu'on consomme. Donc là, ça va être végétarien, pas végétarien, etc., local, pas local, et la manière dont on produit. D'accord? Donc là, ce que tu dis, c'est l'utilisation des sols. Et tous les gens disent qu'on pourrait nourrir, oui, on peut nourrir 15 milliards de personnes. C'est pas une question, ça dépend de ce qu'ils mangent, et ça dépend de comment ils font pour le... Ça dépend de ce qu'ils jettent De ce qu'ils jettent. aussi. La vraie question, c'est pas la question de la nourriture. Pour moi, c'est la question de la densité sur la Terre. D'accord? Parce que aujourd'hui, l'espace habitable, ça peut être une vraie contrainte, l'espace habitable. Parce que on peut augmenter la productivité fortement des terrains pour nourrir plus de gens, mais il y a quand même une histoire de la planète. Moi, je travaille. Mes recherches, je les fais principalement sur l'outre-mer. On est loin de l'Alsace, hein. Mais un territoire dont on entend beaucoup parler comme Mayotte, aujourd'hui, il y a un problème. C'est une île, c'est un territoire. Ils sont à 700 habitants au kilomètre carré sans immeubles. Il faut voir ce que c'est, la densité sur ce genre de territoire. Donc là, ça devient un problème, la densité. Et s'il y a des effets écologiques sur les lieux d'habitat, et qu'il y a des zones qui deviennent inhabitables, et difficilement des réserves de production, là, ça peut en effet un peu poser la question, parce qu'on ne raisonne plus toutes choses égales par ailleurs si l'espace de production ou l'espace d'habitation diminue. Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, évidemment qu'on peut nourrir 15, 16 milliards. On en fait la preuve tous les jours en jetant la moitié de ce qu'on produit. Donc on pourrait en effet nourrir. Alors, est-ce que 16 milliards pourraient vivre sur la Terre? Ça, c'est autre chose. On pourrait les nourrir. Mais 16 sur la Terre, en densité de population, ça pourrait être un peu plus gênant ou compliqué. En tout cas, cette intervention a généré une question. Oui, du coup, parce que du coup, 16 milliards, ça dépend aussi, je suppose, beaucoup où ils vivent, quoi. Parce que ces 16 milliards, là, vous aviez dit juste avant qu'il y avait une explosion de la population urbaine, pas 16 milliards en ville, quoi. Parce que du coup, ça va aussi rejoindre ce que vous disiez vous. Ça veut dire beaucoup de camions, s'il y a tout le monde vit en ville, beaucoup de camions pour déplacer la nourriture, même sans penser à des milliers de kilomètres, quoi. Genre une ville comme Strasbourg ou même Paris, j'en sais rien. Ça ne vit pas, je suppose, avec que les champs qui sont autour, quoi. Donc beaucoup de gens qui vivent en... Est-ce que ça peut aller ensemble, en fait? Est-ce qu'on va pouvoir nourrir beaucoup de gens tout en sachant que ces gens-là vont certainement vivre en ville? 16 milliards en ville, effectivement, la concentration, il va falloir nourrir tous ces gens-là, donc il faut des surfaces, et les surfaces, elles vont. À l'heure actuelle, en plus, avec la conception actuelle de nos villes, ces surfaces, elles sont très peu en ville. Donc effectivement, il va falloir aller chercher la nourriture de plus en plus loin, puisqu'il faudra des surfaces plus grandes. C'est du transport. Donc c'est aussi de la pollution. Pour le transport, il faut construire des routes. Les routes, à nouveau, on va prendre de la surface pour construire ces routes. Il va falloir qu'elles traversent un environnement qui va pouvoir être dégradé par ces routes-là. Un petit peu d'actualité en ce moment, hein. C'est des surfaces qu'on va artificialiser. On va générer à nouveau des modifications, des dérèglements du fonctionnement environnemental. Et pour nourrir ces 16 milliards, si on les met tous en ville, on va détruire beaucoup plus que juste la place où on met la surface, où on met les gens. Donc là, effectivement, il y a un problème si on est tous localisés au même endroit et que les surfaces productives vont être ailleurs. Alors, on peut, à l'heure actuelle, commencer à développer un petit peu de production en ville. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place, notamment dans toutes les politiques de désartificialisation des sols. On désartificialise les sols, on essaie aussi de revégétaliser la ville. Vous avez peut-être entendu parler de plus en plus de toits végétalisés. Et puis ces toits végétalisés qui, au départ,
étaient juste végétalisés avec des plantes très rases, on appelle ça des sédums, des petites crassulacées. De plus en plus, on fait des toits où on va mettre plus de sol sur ces toits-là et on commence à avoir un petit peu de maraîchage, des productions de légumes, de choses sur des toits. Ça a commencé, ça s'est fait à Paris, ça se développe ici. Il y a aussi des projets d'utiliser des surfaces de toit pour produire aussi de la nourriture. Alors, certes, on ne nourrira pas, si 16 milliards de personnes sont en ville, on ne nourrira pas avec que les toits de la ville, mais c'est aussi un apport. Et c'est un apport qui permet à la fois de nourrir, mais cette végétalisation en ville, elle rend aussi la vie plus vivable. La végétation dans une ville, ça provoque un apport de fraîcheur en été, parce que c'est pas tellement on a beaucoup stigmatisé sur chauffer en hiver, mais en réalité, ce qui se prépare dans l'avenir, c'est surtout se refroidir, se rafraîchir en été. Et la lutte contre les îlots de chaleur en ville avec la végétalisation, avec cet apport écosystémique au sein des villes, ça va rendre aussi l'espace un petit peu plus vivable. Est-ce qu'on pourra les loger tous? Est-ce que ça sera vivable? Il y a aussi des solutions. On emploie beaucoup le terme de solutions fondées sur la nature à l'heure actuelle. Bon, c'est dire réfléchir avec l'environnement. Hein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais on le faisait déjà un petit peu avant. Mais on peut trouver des solutions pour essayer d'apporter un petit peu plus près des populations ces ressources nutritives. Mais effectivement, si la ville est trop grande, trop importante, on a plus que l'impact de ces 16 milliards parce qu'il faut en plus générer l'apport de ces nourritures. Après, c'est vrai qu'il y a des expériences de... Je ne sais pas si c'est souhaitable, pas souhaitable, mais par exemple les fermes qu'ils ont développées aux Pays-Bas, qu'ils ont inventées aux Pays-Bas pour élever des porcs sur plusieurs étages, sur des plateaux, etc. Tu te rends compte, mais c'est discutable. Et je veux dire, la question de faisable, c'est faisable. Avec des étages, mais en plus ça s'auto-alimente, c'est vachement bien foutu en termes de conditions animales. En termes de conditions animales, c'est discutable, mais je veux dire, ça fonctionne sur des étages. Ils ne voient jamais la nature, mais globalement ils sont là, ils sont alimentés, on fait le truc. Mais après, c'est une histoire de choix, de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut, où on veut vivre. Et puis surtout, moi je pense que c'est vraiment une question de densité. On dit la liberté des uns, où s'arrête celle des autres. Quand on est 16 milliards, ça ne s'applique pas de la même manière que si on est 3 milliards. Mais de toute façon, 16 milliards, on ne sera jamais. Hein. Enfin, je veux dire... c'est quelqu'un qui me dit la population va diminuer de moitié. Je lui dis, bon, c'est pas très sérieux. Celui qui me dit, on va passer à 16 milliards, je lui dis, t'es complètement dingo. Il n'y a pas un scénario sérieux qui tient à 16 milliards. Ce serait encore plus ubuesque ou bizarre que de dire que la population va être divisée par deux. De toute façon, si ça se produit, je ne serai pas là. J'ai le droit de faire des bêtises, de dire des bêtises. Non, mais franchement, quand le niveau de développement augmente, les gens arrêtent de faire le enfant. Vous aviez une question? Oui, toujours par rapport au sol. J'avais entendu qu'il y avait quand même une désertification des sols assez importante à cause de l'agriculture. Et que une fois que le sol est ciblé, en gros, ça met des centaines d'années à se régénérer. Et que du coup, ça pouvait poser problème assez rapidement au niveau de la nourriture. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, déjà, j'aime pas trop à cause de l'agriculture. Il y a énormément de formes d'agriculture, mais c'est vrai que on a parfois des modes, des trajectoires agricoles qui font que les sols vont être dégradés très rapidement. Alors, c'est un petit peu le rançon de la gloire du progrès. On a dit, on sait produire des engrais, on sait réenrichir les sols, donc c'est pas grave, on remettra de l'engrais. En réalité, il n'y a pas que les éléments nutritifs dans le sol. Il y a aussi la composition physique, la structuration du sol et la vie du sol. Les organismes, les animaux, les bactéries, les champignons qui sont dans le sol, qui font que c'est un micro-écosystème à lui tout seul. Et quand on ne va pas prendre soin de ce sol-là, quand on va le désorganiser, il va mettre très longtemps à se réorganiser. Quand on
sur des grandes surfaces, quand on fait un labour profond, bien intensif, il va se créer une zone qui est labourée, qui est retournée, mais juste en dessous, on a un tassement, une petite lamelle de sol qui est tassée et qui de plus en plus se tasse. Donc on désolidarise la partie la plus superficielle du sol. C'est pour ça que quand c'est un petit peu en pente, qu'il n'y a pas de végétation au-dessus qui maintient le sol, et puis qu'on a une bonne pluie, tout part, et puis on perd cette épaisseur qui permettait la production végétale de ces parcelles. Mais en dessous, le tassement, c'est dramatique pour le sol. Un sol en bonne santé, c'est un sol où on doit communiquer en vertical. Des organismes doivent pouvoir passer des couches les plus profondes vers les couches les plus élevées. L'eau doit pouvoir percoler, s'infiltrer dans le sol. Donc là, quand on déstructure ce sol-là, oui, ça va mettre très très longtemps à se reformer. Et un sol, ça, c'est quelque chose qui s'est formé sur des décennies, des siècles. Un sol en forêt, c'est un sol qui va être très, très épais, beaucoup de matière organique qui s'est accumulée au fil du temps. Mais une parcelle qui est en culture pendant des décennies, le sol va progressivement s'appauvrir et il n'est pas reformé. On exporte la matière organique qui va être produite par la végétation. Donc on n'a plus cet apport de matière organique qui fait que le sol va se régénérer. Donc oui, progressivement, on détruit ces sols-là. On est sur quelles échelles de temps pour les reconstituer? Oula. Est-ce que la réponse, ça va non, un sol, suivant les types d'écosystèmes, suivant la localisation climatique ou autre, ça peut prendre des décennies à se reconstituer. Il y a des expériences qui ont été montrées. Quand on stoppe une culture, on peut après faire on appelle des fausses pédologiques. On va retrouver des racines profondes de la végétation qui a pu se réinstaller ce sont des racines profondes des organismes du sol qui ont transité, mais ça, c'est sur les parcelles qui ont été abandonnées au bout de 30, 40, 50 ans. Au début, ça va être très long. Et ça dépend aussi on peut les termes de traumatisme, mais presque du traumatisme que le sol a subi avant. Si pendant 50 ans, ça a été une culture intensive, une monoculture avec des labours profonds, ça va mettre peut-être plus de temps que si c'était une monoculture pendant une année, et puis des prairies pendant 2-3 ans, et à nouveau une culture. Donc tout dépend de quel est l'état initial de dégradation de ce sol. Alors ça va mettre du temps si on laisse les choses se faire. Si on laisse les choses se faire, elles vont se reconstituer, mais pendant très longtemps. On peut essayer d'accélérer cette régénération du sol. Il existe des techniques qui permettent d'accélérer cette régénération. Alors soit d'accélérer ce rebrassage un petit peu du sol, ce décompactage. C'est ce qui est fait actuellement sur Strasbourg. Vous avez peut-être entendu parler des routes dans la forêt de Neuhof-Illkirch qu'on a désartificialisé, on a enlevé le bitume. Alors, c'était pas l'agriculture, mais c'était quand même du sol qui était sous une surface bitumée et puis bien tassée en dessous. On a enlevé le bitume et puis on a sur 50-60 cm, je crois, redécompacté. Donc c'est un sol, maintenant on s'enfonce dedans. Et là, l'opération a été faite il y a 1 mois et demi. Il y a déjà de la végétation qui repousse, qui recolonise un petit peu le milieu. Et dans les zones où on n'a pas fait de décompactage, il y a beaucoup moins de végétation. Je vous fais la primeur des relevés qu'on a fait aujourd'hui. Pour compléter, parce que ma question c'était surtout l'effet que ça va avoir, parce que là on dit on peut nourrir 5 milliards de personnes, mais quand on voit la vitesse à laquelle les sols se dégradent, est-ce que ça c'est valable pour une durée longue ou on va bientôt avoir justement un souci à ce niveau-là, quoi? Tout dépend si on continue notre attitude de dégrader l'environnement ou pas. Et au rythme actuel, du coup, au rythme actuel, on est dans une phase où la perte des sols, la perte des écosystèmes, la perte de la biodiversité, elle continue.
Ça fait des décennies qu'on dit il faut stopper la perte de la biodiversité. On avait fixé des objectifs. Hein. Arrêter la perte de la biodiversité en 2010. Puis après, ça a été enrayer la perte de biodiversité en 2010. Puis on s'approchait de 2010, bah, on va enrayer la perte de biodiversité pour 2020. Puis 2020 est passé, ben, il n'y a toujours pas eu cet aspect-là. Pourtant, on a mis en place des politiques hein, de protection de la nature, de sensibilisation, etc. Ben là, tous les chiffres montrent que on n'a pas encore atteint ces objectifs qu'on s'était fixés pour il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Donc là, ben, maintenant, il va falloir réellement changer les choses, il va falloir passer au cran au-dessus. Et c'est les débats qui se font à l'heure actuelle au niveau de l'Union européenne, de dire ben, les directives européennes, les règlements européens de protection, de conservation de la nature, ça ne suffit pas. Donc on va passer au cran au-dessus. On va mettre des objectifs de restauration des milieux, de retrouver des milieux, de ne plus artificialiser les sols et de fixer des objectifs très, très stricts. On en a fixé en France. La loi du climat pour 2021 a fixé des objectifs, diminution de moitié de l'artificialisation, l'augmentation de l'artificialisation pour 2030 et zéro artificialisation nette, donc plus un seul mètre carré en France qui va être artificialisé. Si on artificialise un côté, il faut désartificialiser l'autre, en 2050. Les discussions qui sont à l'heure actuelle à l'Union européenne, pas ces objectifs-là. Ça va être, dans ce qui est discuté à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus strict. 2030, ça sera non, zéro. C'est en discussion. La loi restauration de la nature au niveau européen devrait sortir d'ici une petite année. Donc, on espère que les objectifs affichés de fortement agir sur la réparation des milieux resteront celles qui sont énoncées à l'heure actuelle. On va passer à une dernière question sur cette idée reçue. C'est un peu une remarque. En fait, vous avez commencé votre, je sais pas comment vous pouvez, à Paris, et vous parliez un peu de régime locavore et de à quel point est-ce que ça émet du carbone, d'utiliser des aliments qui viennent de très loin. Mais je comprends pas très bien parce que j'avais l'impression que plus on avait une alimentation qui allait vers le végétal et moins elle était carnée, moins on avait des émissions de carbone, enfin, quel que soit le fait qu'on importe ou pas nos aliments. Et que justement, peut-être qu'au niveau des flux biogéochimiques, c'était intéressant de garder cette alimentation locavore, mais au niveau global, c'était quand même beaucoup moins émetteur de carbone que d'avoir une alimentation qui était moins carnée. Et en plus de ça, sur l'usage des terres, c'était d'autant plus intéressant parce qu'on utilise énormément de terre aussi pour donner à manger au bétail, en fait. Et du coup, ça permettait aussi un gain. Donc, c'était un peu pour rebondir sur ça et peut-être mieux expliquer cette partie-là. En fait, c'est les deux à la fois. Et si c'est les deux à la fois, donc si on veut vraiment avoir zéro impact, il faut arrêter de se nourrir. Mais on ne peut pas. Malthus, il le disait, hein, il y a deux trucs qu'on ne peut pas empêcher, c'est les hommes de manger et de se reproduire. Okay. C'est les deux trucs. Donc, je pense qu'il faut en fait avoir surtout une attitude raisonnable. Effectivement, on vous dit il ne faut pas manger de viande parce que le fait de produire de la viande nécessite l'utilisation de plus de surface que de manger du végétal. Oui, ça c'est vrai, parce que les animaux, ils se sont nourris soit de végétaux, soit eux-mêmes d'animaux. Donc s'ils se sont nourris de végétaux, déjà, on a une augmentation de la surface qui est utilisée. Pour nourrir, si vous vous nourrissez que de végétaux, vous allez exploiter une surface sur laquelle on poussait ces végétaux. Mais vous êtes, vous, dans cette position d'herbivore. Si ce n'est pas vous qui mangez ces végétaux, si c'est un herbivore, vous n'allez pas manger un seul de cet herbivore.
Donc, vous allez forcément exploiter une surface qui va être plus grande parce que vous mangez une espèce qui était elle-même herbivore. Donc oui, quand vous mangez de la viande, bah, vous exploitez plus de surface que quand vous mangez de la salade, pour faire très, très simple. Mais on est un organisme qui est omnivore, qui a besoin de consommer des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines. On a besoin de tout ça. On n'est pas une plante. Il y a des choses qu'on ne sait pas produire dans notre corps. Et si avec l'alimentation uniquement végétale, on doit diversifier très fortement les végétaux dont on va se nourrir, et on est dans une région avec une saisonnalité encore très marquée, certains végétaux ne sont pas disponibles toute l'année, bah, on va parfois devoir se nourrir de sources végétales qui vont venir de très loin. Et là, on en revient à la notion non seulement d'empreinte carbone de transport, mais aussi de transformation, d'apport. Il n'y a pas que le côté pollution et empreinte carbone. À partir du moment où vous faites venir de très loin ces denrées, bah, vous avez eu, sur place, la surface de production, mais vous avez eu des systèmes, des surfaces pour rassembler, pour empaqueter, pour préparer pour l'expédition, après des aéroports, des ports, des surfaces qui sont destinées à ça. On a le transport. Et puis après, on a aussi les surfaces pour réceptionner, pour remettre à disposition. Et en réalité, plus on va prendre ces produits de loin, plus on va augmenter la consommation finalement de surface. Et notamment de surfaces qui sont imperméabilisées et qui vont à nouveau créer des dysfonctionnements nouveaux. Donc, il n'y a pas de recette miracle en fait. Ne jamais manger de viande, ok, ça peut être bien, mais à côté, il va peut-être falloir essayer de regarder la source et comment est produit ce que l'on consomme. Peut-être en manger un petit peu, mais se restreindre, ça peut aller aussi. Mais à nouveau, on me dit que la seule manière, ça serait de plus se nourrir, et ça, on ne peut pas. Donc c'est plus que d'avoir des idées reçues, comme on a dit, il n'y a pas d'idées reçues et de contre-idées reçues, il y a de réfléchir et d'avoir une attitude raisonnable, en fait. En parlant d'idées reçues, on va passer à la quatrième, si on veut pouvoir l'aborder, qui est qu'en matière de surpopulation et de changement climatique, il est déjà trop tard. Est-ce qu'il est vraiment déjà trop tard ou est-ce qu'on a encore une chance de changer les choses? Je vais à nouveau vous laisser la parole, Isabelle. Alors, il y a certaines choses, effectivement, où il est déjà trop tard pour certains aspects. Il y a des espèces qui ont disparu, pour elles, c'est trop tard. Il y a des types d'écosystèmes qui ont disparu, c'est trop tard. Mais on peut, en tout cas, j'aime encore à le croire, il faut garder un petit peu d'espoir, on peut encore, sans doute, peut-être pas inverser tout de suite la tendance, et c'est peut-être pas nous, à notre échelle de vie, qu'on verra cette inversion, mais on peut, comme je vais vous refaire l'histoire de la biodiversité, mais commencer déjà un petit peu à stopper l'augmentation de ces changements climatiques. Et puis petit à petit, inverser la courbe. Sur les aspects populationnels, ça prend du temps à s'inverser. Là, ce n'est pas la population humaine, c'est le globe entier qu'on doit inverser. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, parce que quand on casse quelque chose, souvent ça met beaucoup plus de temps à se réparer. Là, c'est le cas. Mais on peut encore agir. En tout cas, on en revient toujours à la même chose. Maintenant, nous, notre responsabilité, c'est vraiment de faire attention. Surtout qu'on n'a plus trop l'excuse de dire on ne savait pas. Là, maintenant, on sait qu'il y a un changement global. On sait que certaines actions ont un impact sur le climat, sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Et on sait, même si ça, c'est un petit peu plus de mal à passer,
qu'il n'y a pas le climat d'un côté et la biodiversité de l'autre. La biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, c'est un moteur qui permet de réguler le climat. Donc avoir des actions sous prétexte de dire je vais limiter la consommation d'énergie, je vais passer aux énergies renouvelables, mais pour implanter des éoliennes, pour implanter des panneaux solaires, je vais détruire les écosystèmes parce que j'ai aussi besoin de surface pour ça. On parle beaucoup de surface en fait, plutôt que de nombre de population ce soir. Mais c'est lié. C'est pas forcément la bonne attitude parce que si je détruis le régulateur du climat, je n'ai pas gagné le gain que j'ai eu en utilisant des énergies renouvelables, je le repère avec cette perte de régulation. Donc, à nouveau, c'est une question de choix, d'avoir une attitude sobre. On parle de... Alors, j'aime pas du tout le terme, mais on parle de développement durable. En fait, on n'utilise plus trop ce terme, ni même pas ça, on parle de durabilité. Parce que développement, déjà, ça veut dire on fait plus. Pourquoi faire plus? Peut-être déjà essayer d'avoir une attitude durable, soutenable. Le terme en anglais, c'est sustainability. J'aime beaucoup mieux ce terme, c'est soutenable. C'est on peut continuer à vivre, on peut continuer à avoir des activités, mais on va arrêter de développer à outrance pour rien, en fait. Donc, c'est pas trop tard, mais quand même, il y a urgence. Donc, si on est raisonnable, si on a des bonnes actions, non, c'est pas... Je pense, j'espère, ne pas me tromper, que c'est pas trop tard. C'est la réponse de la biologiste. En termes de surpopulation, peut-être, puisqu'on a de l'optimisme. C'était super. Surpopulation, changement climatique, est-ce que c'est déjà trop tard? C'est un peu la question. Donc, on a déjà répondu un peu avant. Je disais que si vraiment le changement climatique va à un rythme aussi rapide que celui qui a annoncé, comme il y a une inertie démographique, s'il y a vraiment surpopulation, on va pas la machine démographique, une fois qu'elle est en route, elle est en route. C'est comme des cargos qui traversent la Manche, les gros cargos, qui coupent leur moteur, ils ne s'arrêtent pas au bout de 2 mètres, ils s'arrêtent au bout de 5 km. C'est la machine démographique, c'est ça, c'est l'inertie. Donc, si vraiment les enjeux climatiques sont tels, et je pense qu'on ne peut pas contredire ça, et avec des échéances aussi courtes, on pourrait dire qu'en effet, il est trop tard. De toute façon, c'est déjà trop tard pour une partie de la planète. C'est-à-dire pour des gens qui subissent la montée des eaux, donc qui doivent changer de logement, qui doivent déménager, l'augmentation des espaces de désert, qui est des parties du territoire non vivables. Donc pour eux, en effet, de toute façon, c'est pas déjà trop tard. C'est trop tard, en effet. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près évident. Alors de là à dire que maintenant, c'est trop tard pour tout le monde, c'est-à-dire pour à l'échelle de la planète, moi, ça m'interroge. Toujours, je reviens sur le désir d'enfant, etc. C'est-à-dire, je regarde ce qu'il en est. Si tout le monde pensait que c'était trop tard, c'est-à-dire le coup est parti, je l'utilisais tout à l'heure. Dans ce cas-là, on devrait avoir... mais je vais reprendre de l'histoire du Covid, là, qui était une expérience intéressante, puisqu'on a connu un traumatisme fort, etc. Donc ça a produit des choses. Et on disait, tiens, le monde d'après va être différent. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Et en plus, l'idée de c'est trop tard, ou ça ne sert pas à grand-chose, j'ai l'impression, je réclame une enquête auprès des générations les plus jeunes, parce que ça a changé quelque chose, une partie de la population a intégré justement ce c'est trop tard, où ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, une fois que c'est revenu, les gens ont continué, même en pire, etc. Donc, je me dis, moi, si vraiment, je ne pense pas que ce soit trop tard, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut changer. Tout à l'heure, je vous donnais la statistique on jette, même si c'est un tiers de la nourriture qu'on produit, si vraiment on la jette et c'est pas trop tard. Ça veut dire qu'on peut encore faire énormément de progrès, pas en termes de surpopulation, mais en termes de produire moins, et donc respecter son environnement, etc., en étant encore 8-10 milliards. Donc c'est possible. Mais c'est plutôt dans la tête des gens que je pense que c'est en partie trop tard. Et que c'est presque, je vais dire,
c'est presque de la fainéantise intellectuelle de dire que c'est trop tard. J'ai l'impression. On le voit pour la question environnementale en tout cas. Parce que ce qui est évident pour les individus, pour la population, c'est l'effort qu'on devrait faire pour dire que c'est pas trop tard. Et ça, c'est difficile à l'intégrer. Quand on est dans la contrainte, je sais pas moi, si vous habitez dans des territoires où l'eau monte, ben vous allez vous adapter. Et là, on est certainement encore pas assez affecté pour être obligé de faire l'effort de dire que c'est pas trop tard. Donc moi je pense qu'en effet, il y a plein de choses, les gens disent en termes de gaspillage, etc. On pourrait faire différemment, mais l'effort est trop important, ou en tout cas on n'a pas intégré vraiment ces choses-là. Où je dis que c'est pas trop tard, peut-être collectivement c'est pas trop tard, je vais reprendre l'histoire du Covid. Quand il y a eu le confinement, on s'était dit, nous les démographes, il va y avoir un baby-boom après le confinement, puisque les gens vont être ensemble. Et ce qu'on a déjà observé, vous savez que le seul pic des naissances dans l'année, c'est autour du 20 septembre, 20-25 septembre, c'est-à-dire c'est ce que le collègue Henri Léridon avait appelé les étrennes de septembre, c'est que les gens au Nouvel An sont plus souvent ensemble, et il y a plus de rapports et plus de conceptions, donc on voit un petit pic 9 mois après, en septembre. Donc sur cette idée-là, on s'était dit, tiens, le confinement, les gens vont être ensemble, globalement, ils vont être plus ou moins heureux, ils vont rien changer, il va y avoir des rapports, des conceptions, et on aura un petit pic après. Et ce qui s'est passé, vous l'avez vu, c'est qu'il y a eu plutôt une baisse des naissances. D'accord ? Une baisse des naissances, mais pas une augmentation des avortements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une baisse, pas des conceptions, enfin il y a une baisse des conceptions, pas des naissances. Donc ça veut dire que les gens, devant cette incertitude, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, l'histoire du c'est trop tard, devant l'incertitude, ils ont reporté leur naissance. Mais ils ne l'ont pas abandonné parce que ça est remonté un petit peu après. Et cette incertitude, c'est-à-dire, pour moi, après, pardon, je vais continuer. En janvier 2022, il y a eu, enfin novembre, décembre, il y a eu ce climat anxiogène avec la guerre en Ukraine. Il y a eu un nouveau pic. Certes, il y avait les vaccins, etc., mais l'épidémie repartait et tout. 9 mois après, 10% de naissances en moins par rapport au mois d'avant. D'accord ? Donc tout ça, ça veut dire que l'incertitude, eh ben, elle produit des comportements, les gens se disant, ça va pas être, enfin, l'avenir est pas top, c'est ça, c'est la catastrophe, est-ce que le coup est parti, donc on préfère reporter. Et puis après, il y a un ajournement, puis on récupère, on a un enfant. Et donc ça, pour moi, c'est un signe de dire que, parce que avoir un enfant, celui qui a un enfant, c'est un projet à long terme, c'est pas du court terme. Sauf quand c'est un accident, mais globalement, on ne peut pas décider de concevoir un enfant si on n'a pas une idée de se projeter à l'horizon 15-20 ans. Enfin, ça, c'est psychologique. Enfin, donc, ça veut dire tout 30 ans. Donc, pour reboucler avec l'histoire de la population, si les gens continuent, c'est que majoritairement, les gens ne pensent pas que c'est trop tard. Autrement, il faudrait être... Donc, mais par contre, la baisse de la fécondité, ça pourrait être un indice de ça. Et ce qu'on sait, c'est que quand il y a des crises, on l'a vu, Covid, guerre en Ukraine, donc incertitude, c'est un peu comme sur les marchés financiers. Les gens n'aiment pas l'incertitude. L'incapacité de se projeter à long terme, on va reporter ce projet. Mais si les gens continuent à en avoir encore, ça veut dire que probablement une partie de la population n'a pas intégré que c'était trop tard, ou alors vous êtes tous ceux qui continuent à avoir des enfants. Il est totalement irresponsable de mettre les gens dans des enfants qui naissent aujourd'hui, qui vont être dans une situation un peu dramatique. Donc, je pense que globalement, les gens ne pensent pas que c'est trop tard, mais que l'effort à produire n'est pas totalement intégré parce qu'on n'est pas confronté. Et que les seules solutions, ce serait probablement, mais ça, bon, des mesures hyper coercitives. Je veux dire, moi je trouve ça... il y a une recherche que je n'ai pas faite, ce n'est pas mon domaine, mais pour être parent encore d'enfants de 20-25 ans, nous, quand on était à l'école, donc les gens qui ont à peu près mon âge, on ne nous parlait quasiment jamais d'écologie, d'environnement. Dans les programmes scolaires, c'est arrivé, et donc il y a eu, dans les générations qui ont aujourd'hui 20-25 ans et plus tôt, il y a une conscience écologique plus forte. La conscience écologique. Mais quand même encore des pratiques, enfin il y a plein de contradictions. Sur l'utilisation du net, sur l'utilisation du téléphone,
etc. Et donc, je pense que l'éducation, elle est là. Les plus jeunes générations, elles ont conscience du truc, mais comme c'est pas très coercitif, eh ben, ils arrivent encore à jouer avec cette contradiction, quoi. D'accord. Ils ne sont pas les seuls, leurs parents. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que les générations plus anciennes ont moins conscience de l'enjeu climatique que les générations plus récentes. C'était dans les programmes scolaires, on en parle. Enfin, c'est plus important dans l'éducation des plus jeunes, cette question écologique qui ne se posait pas dans les années 60, 70, 90, même 2000. Enfin, maintenant, c'est un élément, c'est quotidien. D'accord. Mais c'est quand est-ce que le moment c'est comme si les gens étaient préparés mais ils n'ont pas encore, dans les pays développés, ou dans les pays où ça va, encore intégré l'idée qu'il faut passer à l'action. Et je me dis que peut-être que cette éducation, ça a fait une espèce de cohorte de gens, quand ils vont avoir décidé de vraiment changer leur comportement, ça pourrait produire quelque chose, quoi. C'est un peu ce que je me dis. Et ça pourra produire quelque chose. L'exemple du Covid que tu as cité, on a bien montré que quand le monde, c'est pas le monde s'arrête, mais le monde ralentit, bah, on a une résilience de la planète qui revient, enfin, qui est là. Assez rapidement. Les mesures de taux de pollution au-dessus des villes qui ont dramatiquement chuté pendant les phases de confinement, mais qui sont remontées juste après, c'est une preuve. Tous les milieux qui n'étaient plus fréquentés par les populations humaines, où la nature est revenue, mais très 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 rapidement. Les collègues qui travaillent sur le littoral, ils ont eu beaucoup de boulot juste au moment du déconfinement, parce que comme les plages n'étaient plus fréquentées, ben, il y avait plein d'oiseaux qui avaient niché sur toutes les plages. Donc pour eux, le coup de démographique, le Covid, ça a bien profité. Ouais. Mais derrière, comme les gens commençaient à revenir, mais il fallait protéger le temps que les oisillons éclosent et qu'on puisse protéger ces nouveaux oiseaux. Donc et là, c'était un confinement de 2 mois. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut qu'on confine pendant des années, mais à nouveau, le fait de ne pas utiliser toutes les surfaces, de ne pas détruire, de ne peut-être pas sur une plage, utiliser toute la surface de la plage, en laisser un petit peu pour la nature, pour le nichage des oiseaux, pour de la végétation, ça permet d'inverser un petit peu la tendance et puis de revenir sur des choses un petit peu plus sympathiques, que ce soit au niveau climat ou au niveau biodiversité. Peut-être un élément, juste après j'arrête. Est-ce que le coup est parti? Dans les comportements démographiques, il y a un truc en tout cas, il est en train de se passer quelque chose en termes de mortalité. La longévité, c'est l'âge hypothétique jusqu'où l'humanité pourra aller. On ne connaît pas trop. On sait que quelqu'un a vécu un moment jusqu'à 125 ans, donc on sait que c'est possible d'aller jusque-là. Et l'espérance de vie, c'est l'âge moyen à laquelle on décède. D'accord ? Et l'espérance de vie, ça a été un mouvement, elle a toujours augmenté. Mais là, il commence à avoir quand même beaucoup d'études. Il y a encore un truc sur le site de l'INED hier qui montre que a priori, les gains d'espérance de vie commencent à se tasser. D'accord ? Et peut-être qu'on va avoir, et ça pour moi c'est un élément qui peut faire prendre conscience aux gens, c'est quand ça touche la santé, quoi. Et si l'environnement commence à toucher fortement la santé, sur le développement de maladies, des choses comme ça, peut-être que du fait de la mortalité, et de connaître la mortalité, ça pourrait augmenter. En tout cas, ça, je ne sais pas si le coup est parti, mais en tout cas, on arrive a priori à une limite. J'arrête. Je vais peut-être te poser la première question, qui est celle de l'éco-anxiété. Est-ce qu'il est trop tard pour y remédier finalement, malgré tout? Parce qu'on voit qu'on a du mal à lutter contre cette idée, malgré ce que vous apportez, qui sont des éléments assez concrets. Comment est-ce qu'on fait finalement pour répondre à ce sentiment-là? Est-ce que c'est suffisant, ces réponses scientifiques? Moi, je sais pas. Moi, l'éco-anxiété, ça me paraît un élément important et qui me pose quand même un peu question. Enfin, à la fois, c'est important en termes de prise de conscience. Alors, je sors de mon domaine, j'y connais rien là-dedans. Mais Est-ce que non, mais est-ce qu'elle a une incidence éventuellement sur la démographie aussi? Bah oui, je pense que, comme je dis, pour projeter à avoir l'idée d'avoir un enfant, si on en veut un, encore une fois, parce que je pense que la question de la pression sociale, je pense que c'est un vrai problème aussi. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui ont le droit d'avoir d'enfants. C'est pas la question, si on en veut. Et l'éco-anxiété, c'est un frein
à l'idée d'une projection à 20, 25 ans, 30 ans, mais en même temps, elle est nécessaire. Donc, c'est un peu compliqué, cette histoire d'éco-anxiété. Mais elle existe. Et qu'est-ce que vous diriez en tant que biologiste à ceux qui sont éco-anxieux? Et elle existe, et il y a des raisons de s'inquiéter, mais quand il y a des raisons de s'inquiéter, il y a aussi des raisons de chercher des solutions et de savoir comment essayer de diminuer cette inquiétude. Donc là, l'éco-anxiété, moi je vais essayer de le dire, il faut essayer de la transformer en action. Pour avoir une attitude, essayer aussi de convaincre les gens de ne pas continuer à détruire la planète, pour faire très, très court, parce que sinon je vais me faire discuter. Mais oui, c'est en fait, ça existe. Et ça existe, c'est malheureux à dire, mais c'est peut-être bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, comme tu le disais. Et que la prise de conscience, c'est la première étape pour après passer à l'action. Et c'est là, on n'y est pas encore, mais vous êtes là ce soir, vous avez posé beaucoup de questions là-dessus, donc il y a au moins des gens qui sont un peu au-delà de cette prise de conscience et qui déjà essayer de comprendre, essayer de savoir pour avoir les bonnes attitudes, les bons gestes, c'est aussi une étape. Et j'aime espérer qu'on va être beaucoup à se dire il faut faire quelque chose, il faut changer un petit peu ça. Mais en tout cas, dans l'éducation, contrebalancera cette éco-anxiété. En tout cas, dans l'éducation, c'est une question qui est rentrée. Même à l'université maintenant, on nous demande d'avoir des parties de cours sur l'éco-responsabilité dans les étudiants. Quoi, dans notre master, qui est de démographie, master de démographie, on ne parle pas de cette question-là, il faut défendre l'idée qu'il y ait au moins un cours où on parle d'éco-responsabilité. Les gens qui sont professeurs des écoles, ils savent que dans les programmes, on le dit, il faut le mettre, il faut le dire, etc. Alors, c'est à tel point que peut-être qu'il y a une histoire de qu'est-ce qu'on dit. Moi, je me souviens, encore, désolé, je parle beaucoup de moi et de ma fille, d'une de mes filles, qui m'avait dit « je pollue quand je respire ». Non, mais ça voulait dire que, est-ce que les programmes, c'est quoi la pollution, comment c'est transmis et qu'est-ce que ça produit chez des personnes quand elles grandissent? Je ne sais pas. Est-ce que sensibiliser à l'écologie, c'est pas créer de l'éco-anxiété quelque Il part? faut, mais est-ce que après, est-ce que c'est dur l'écologie? C'est pas. L'écologie, quand on fait de l'écologie appliquée, on cherche aussi des solutions. C'est ça. Donc là, ça permet un petit peu de dégonfler cette anxiété. Mais sur les programmes de master, on demande aussi à nos masters en écologie, au fait, vous faites quoi, vous, pour le développement durable? Moi, on forme des étudiants à trouver des solutions pour la biodiversité. Il faut vraiment vous expliquer ce qu'on fait pour le développement durable. Donc, c'est cette obligation de mettre des choses dedans, on l'a aussi nous. Alors, il va nous rester le temps pour une question. Allez, deux. Bon, on va en prendre deux. Ouais. Est-ce qu'il existe des études qui montrent une corrélation entre des systèmes politiques et économiques et un comportement, que ce soit autant au niveau de la production que de la consommation, qui soit plus vertueuse ou moins vertueuse de l'environnement? Est-ce qu'il existe des études qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation? Est-ce que vous en savez rien? Moi, en écologie, j'en sais rien. Non. Par exemple, vous voudriez dire... je peux vous donner un exemple peut-être tout caricatural. Entre un système libéral et un système plus social, est-ce qu'on voit une différence de comportement au niveau de la production respectueuse de l'environnement? Ce qu'on sait, c'est que l'empreinte écologique, je vous disais là, qui diminue quand la fécondité augmente. Il y a une corrélation qui marche très bien. Plus le développement est élevé, le PIB par habitant, la richesse produite par habitant augmente, plus l'empreinte écologique augmente, ça c'est sûr. Je réponds parce que derrière le développement, on peut avoir des projets libéraux puis des projets plus sociaux. Mais voilà. En tout cas, libéral, c'est que l'État intervient peu, d'accord? Enfin, c'est l'idée. Donc, à mon avis, ça peut pas aller à court terme sur des choses qui vont respecter, parce que je pense que le respect, il passe que par de la coercition à un moment. Il faut contraindre des gens à. L'histoire de l'avion. Quand vous prenez, même moi, je ne suis pas un grand militant écologiste, mais je veux dire, si on vous laisse des prix pour aller à Bordeaux à 20 €, et si vous prenez le train, vous payez 190 €, je veux dire, c'est le fruit d'un marché libéral, enfin d'ajustement des prix,
Eh ben, quand vous êtes monsieur lambda et que vous devez payer pour vous et puis 2 autres personnes de la famille, 3 fois 200, ça fait 600 au lieu de 60 euros. Même si vous êtes très responsable, eh ben, vous allez prendre l'avion discrètement sans le dire à personne. Ou en tout cas à ceux qui vous critiquent. Non, mais et cette histoire des prix, c'est bien une question de régulation ou de part du libéral ou non, en partie. Je vais prendre la dernière question du coup. Je voulais juste réagir sur l'éco-anxiété. Je suis élue à Oswald, mais directrice de la Maison des Ados par ailleurs. On a quand même quelques études qui commencent à émerger d'un certain nombre de psy, que je ne saurais pas citer là maintenant, mais que je peux retrouver, qui cherchent à montrer que après l'éducation, avec les enfants et les ados, si vraiment on leur donne à voir comment ils peuvent agir, comment ils peuvent s'engager et être proactifs, et pas seulement en alertant en fait, on diminue l'éco-anxiété et on a vraiment quelque chose qui devient porteur à tous les niveaux. Mais c'est un gros travail encore à faire parce que dans les programmes justement d'éducation nationale, pour l'instant, on est plutôt sur l'alerte. Et sur le culpabilité, enfin... Voilà, et la culpabilisation, et on a la même chose sur les droits des femmes. Et l'effet inverse, si on ne dit pas directement ce qu'on peut faire, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'on a des raidissements. On a le risque de raidissement, pour ne pas dire de radicalisation. Et c'est vraiment là l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être au-delà de l'alerte et de l'information difficile, négative, mais de proposer des modalités d'action, d'engagement et au niveau de chacun, et notamment des enfants et des adultes. Mais ça vous soulevez un point qui est important, c'est qu'effectivement, dans les médias, on entend beaucoup plus de choses sur l'aspect négatif et pas sur quelles sont les solutions. Et même dire, on peut avoir des solutions et qu'est-ce qu'on fait? Et les solutions au niveau de l'individu. Voilà, au niveau de l'individu, collectif. Et du coup, là, peut-être que pour terminer, ça va être la réponse de notre journaliste. Oui, c'est vrai que nous, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. C'est un peu un prisme professionnel. Il y a des efforts qui sont faits. Je ne sais pas si vous feuilletez les DNA, par exemple. Ils ont toute une série de pages assez régulièrement sur les solutions au niveau local, peut-être à l'échelle des collectivités territoriales plutôt qu'à l'échelle individuelle. Mais il y a quand même cette idée d'essayer de montrer des solutions. Après, il y aurait beaucoup à dire sur comment est-ce qu'on reçoit une couverture médiatique et comment c'est traité. Mais c'est un sujet, en tout cas, dans la rédaction. Ça, je peux vous garantir. Il y a de l'inertie aussi, comme ça. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette conférence et je remercie également nos intervenants, Didier et Isabelle. Je crois qu'on peut les applaudir pour leur intervention.